Bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette table ronde organisée par le Conseil de développement. Alors comment vivre heureux sur une petite ferme? La question mérite bel et bien d'être posée tant le milieu agricole est bousculé et chahuté ces dernières décennies. En France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours et le suicide est la 3e cause de décès chez les agriculteurs. Pourtant, malgré ces temps de crise où l'impasse paraît pour certains au bout du chemin, d'autres ont choisi d'autres façons de faire, de travailler, de vivre. Ils tracent, eux, leur sillon dans ce qu'on appelle des petites fermes, et le bonheur est dans le pré. Avant d'entamer cette table ronde, nous allons donner la parole à Pierrick Gouin, ici présent, président du Conseil de développement, pour en savoir un petit peu plus sur le choix de ce sujet de ce soir. Alors comment, Pierrick, bonsoir d'abord, et bonsoir à tous. Alors comment est venue cette idée de lancer une table ronde sur un sujet tel que celui-ci? Le Conseil de développement, on le considère comme une place publique, la place publique du territoire. Et les sujets sont variés. Et là, il y a un groupe de personnes qui s'est intéressé justement à l'agriculture. Depuis longtemps, on l'a déjà fait. Il y avait eu Jean-René Marsac qui nous avait demandé d'organiser déjà une réunion pour présenter l'agriculture sur le territoire. Certaines initiatives. Nous, on l'a fait aussi plus particulièrement à l'école de l'ISAC, travailler justement sur des problèmes plus techniques. On l'a fait sur l'agroforesterie, sur l'agronomie, présenter l'agronomie au niveau pour les étudiants. Et là, c'est une autre démarche. Donc, on avait laissé le choix à un groupe de personnes. Ils avaient le choix entre plusieurs thématiques. Donc, le moins drôle, mais qui est aussi un vrai sujet, c'était le suicide dans le milieu agricole. Et les gens ont plutôt choisi comment vivre heureux sur une petite ferme, qui permet aussi de recouvrir justement toutes ces thématiques-là. Voilà. Je tiens à remercier particulièrement, je le vois devant moi, le vice-président des Vallons de Vilaine. Il va avoir dans l'arrière de la salle le président de Châteaubriand, du Conseil de développement, et le président de Pontchâteau, du Conseil de développement de Pontchâteau. Je suis très heureux qu'il soit là. Voilà. Merci aussi à tous les élus présents et qui participent aussi. Il faut remercier aussi parce qu'à la fin, vous aurez le droit à un petit pot et puis quelque chose à manger. Donc il y a la CADES qui participe aussi, il y a la communauté de communes et Pas Bête la Fête qui doit être quelque part aussi. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça a donné en produit intérieur de bonheur là, pour cette première prise de parole? On a testé. Alors voilà, parce qu'il faut savoir quand même. Oui, dis-moi, Maël. J'ai pas eu le temps de vraiment tout enregistrer. Si vous pouvez juste dire 2 mots, peut-être, voilà. Histoire de... Allez-y. Juste montrer si vous êtes heureux, juste dire je suis heureux. Je suis heureux. Sur une petite ferme. Alors ça fait 94. Voilà, donc il faut quand même savoir qu'on a mis en place une machine, on a rencontré plein de monde, vous savez, pour animer cette soirée, et on a rencontré une personne qui est un peu géotrouve-tout et qui a inventé, vous voyez, cette machine et qui mesure le produit intérieur de bonheur. Donc ça sera tout simple, c'est qu'à chaque fois que vous prendrez le micro, on pourra mesurer un peu le coefficient de bonheur que vous avez en vous. Donc c'est à l'échelle de 100. Donc là déjà on était à combien déjà, Maël ? 94. À 94. Donc Pierrick, bon début quand même. Hein, voilà. Donc vous aurez une petite musique, hein, ça va peut-être vous choquer un peu, mais vous allez voir de temps en temps comme ça, soit avant la prise de parole ou juste à la fin, on pourra mesurer votre produit intérieur de bonheur. Donc pour continuer un peu dans cette soirée, on va essayer de vous expliquer un peu comment ça va se passer. On a ici un joli panel d'invités, on va pouvoir faire le tour de table, mais le principe c'est aussi d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez envie de participer à la conversation, c'est de nous faire un petit signe. On a ici une personne qui est là avec le micro et qui pourra vous le présenter. Et comme ça en plus on pourra mesurer vous aussi votre PIB, voilà, le produit intérieur de bonheur, en même temps que vous prendrez la parole. On pourra peut-être pas tous passer, hein, mais en tout cas, ça va être le principe de la soirée. Alors, on va maintenant faire un petit tour de table. On a la table.
Pas de problème. Avec Michel Pierre, alors on se donne une petite minute maximum, et vous pouvez même donner les quelques secondes à vos voisins si vous faites plus court, parce qu'on aura le temps de dans ces 2 heures qu'on va passer ensemble, de se représenter, mais très rapidement pour que les gens puissent savoir qui vous êtes. Michel Pierre. Merci Anthony. Donc Michel Pierre, bonsoir à toutes et tous. Bon, je ne sais pas, mais est-ce que ça prend en compte? Je suis heureux d'être là. Alors, Ah ouais, plutôt 94 et demi. 94 et demi, bon, plutôt pas mal. Merci. Donc, vice-président quand même, Voilà, ton donc rôle, je suis vice-président de la communauté de communes. Donc, bon, pour être vice-président, il fallait avoir franchi une étape d'abord, c'est celle que j'ai franchie au préalable, maire de Saint-Jean-la-Poterie. Et donc, au niveau de la communauté de communes, le président a mis dans mon sac à dos un certain nombre de compétences. Au départ, c'était l'insertion par l'activité économique, et puis ça s'est étoffé. C'est l'ESS dans son ensemble, économie et sociale également et solidaire. l'économie sociale et solidaire. Et donc également le projet Agropole sur la ferme de Grand-Ouette en Teillac. Donc, on en reparlera un petit peu. On aura tout à l'heure, largement, voilà. je pense, l'occasion d'en parler dans Un cette... projet d'espace test et de projet au-delà de l'espace test d'ailleurs. Pile une minute, je crois. Ouais, vraiment bien. Hein. Bravo Michel. Voilà, Yvon Caro, bonsoir. Bonsoir, donc Yvon Le Carreau, je suis de formation agricole, après j'ai travaillé en Adasea pour installer des jeunes agriculteurs, après j'ai été 15 ans professeur de gestion pour des BTS-Axe, donc des gens qui se destinaient au monde agricole à la langue du braille, et depuis 2005 je suis géographe à l'université Rennes 2, et donc quand on est géographe, c'est-à-dire qu'on est chercheur en géographie, qu'on est enseignant en géographie, donc l'enseignement c'est la géographie rurale, et la recherche c'est... Ce qui m'intéresse, c'est les relations entre les agriculteurs et les non-agriculteurs dans leur contexte de vie, quoi, enfin sur place. Et donc je remercie les organisateurs et particulièrement Emmanuel Guérin de m'avoir invité. Et je suis très content d'être là. Et j'ai aussi On va le voir, parce que des fois il y en a qui mentent aussi. Hein. J'ai aussi le bonheur d'être marié à une agricultrice qui est sur une ferme que vous qualifierez peut-être de petite, puisqu'il y a 800 mètres carrés de maraîchage et 1,5 hectare au total. Donc le sujet m'intéresse aussi en tant que conjoint d'exploitant. Merci beaucoup. Alors 98. 98, ah ouais, donc vous êtes vraiment content d'être là. Yvon, là, on pouvait pas faire plus plaisir, je crois, hein, vraiment. Mathieu Hamon, bonsoir. Bonsoir. 87. Ah, 87, bah oui, mais avant de parler, 87, c'est déjà pas mal. Ah, il va falloir, pour quelqu'un qui aime bien parler au micro, il faudrait, bah ouais, là, tu vois, on n'a pas d'ingénieur du son, désolé Mathieu. Et Mais tu pourrais presque le faire à cappella, toi, de toute façon, non, avec le coffre que tu as. Donc moi je suis associé dans la ferme des 7 chemins dans le sud de la communauté de communes. Le sud du pays de Redon, c'est l'endroit où il y a des plages. C'est l'endroit où il fait tout le temps beau. Et c'est vrai que déjà ça aide. Ça aide par rapport... Enfin, on est toujours À au être sud. heureux, quoi. Oui, on est toujours au sud de quelque part, vous me direz. En tout cas, donc je suis associé avec 2 autres personnes sur la ferme et on a des bretonnes pinoires et on transforme tout notre lait sur la ferme en toute une gamme de produits laitiers de vaches qu'on vend en direct, principalement sur la ferme mais aussi sur la région nantaise, un petit peu sur Redon aussi. Redon, on est ici. Et tu es le copropriétaire quand même de Fine, il faut le dire, quand même. C'est ça. Voilà, Fine qu'on a vu partout. C'est une vache vraiment heureuse. Ça se voit. Hein. Ouais. Voilà. Merci Mathieu. À côté Cyril, Tatar ou Tastar, je sais jamais. Tatar, Cyril Tatar. Donc moi je suis, Enfin, bien devant le micro, ouais. oui, je suis Voilà. éleveur à Six-sur-Arve. Ça fait 2 ans que je suis installé maintenant. Donc éleveur en vaches allaitantes, j'ai des charolaises et puis une race locale nantaise aussi. Et je suis aussi apiculteur accessoirement. Merci. On continue donc avec Albine Vaucoulou. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc, je suis maraîchère sur Avessac. Donc, je suis installée avec mon conjoint et puis un associé, donc on est 3, sur une petite ferme de 4 hectares à peine. Et puis. Faut bien parler près du Bien micro. parler comme ça, oui, voilà, c'est mieux. Et je suis aussi adhérente à l'association Manger Local, l'association qui fournit la restauration collective sur le pays de Redon. Voilà. Bah merci. Alors, est-ce qu'on a des résultats là sur le PIB? Ça a l'air d'être pas mal. 92. 92 aussi, pas mal. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent se présenter et déjà tenter le PIB? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient envie là déjà de dire tiens,
j'ai envie de tester, je suis peut-être des gens qui ont envie aussi de se présenter par rapport à notre sujet. Cyril, on n'a pas entendu pour savoir combien il a fait aussi. Je suis heureux d'être ici. 95 aussi, donc ouais, je crois que là, vraiment pas mal. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez envie tout à l'heure, quand vous vous présenterez, vous pourrez prendre le micro. Alors, on va essayer de décrypter un peu notre sujet. Quand on voit justement ce sujet, comment vivre heureux sur une petite ferme, j'ai des souvenirs un peu du lycée où il fallait d'abord, avant de démarrer, connaître le sujet, essayer de le décrypter un peu. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on ne pouvait pas le faire vraiment tout seul. On s'est dit que ça serait peut-être intéressant d'aller un peu voir les gens à droite à gauche. Donc on est allé devant l'Assemblée nationale, on est allé devant les caddies et devant les grandes surfaces, on est allé dans des EHPAD, on est allé dans des petites fermes, dans des grosses fermes, on est allé à l'entrée des écoles et on a essayé de demander aux personnes ce qu'ils pensaient de ce sujet. Le premier, c'est, eh bien, quand on lit « Comment vivre heureux sur une petite ferme », c'est la première chose, c'est quoi être heureux. Donc là, on va essayer déjà de définir ensemble ce qu'est le bonheur, parce que certainement qu'il n'est pas toujours au même niveau. Alors on va d'abord écouter ce premier micro-trottoir, et on se retrouve juste après. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Moi, c'est toujours en avoir plus que mon voisin. Si par exemple il a une télé 16 neuvième, 113 cm, et ben moi j'en prends une de 149 cm de diamètre. S'il a un tracteur de 300 chevaux, bah, moi j'en prends un 400 chevaux. Enfin, moi le bonheur c'est toujours en avoir plus que les autres. Moi c'est être tranquille, tout seul, chez moi, à la campagne, pas un bruit, pas de voisins, personne pour me faire chier quoi. J'arrive. Moi, être heureux, c'est ne rien devoir à personne. C'est des joies. L'année dernière, on a arrêté, on a fini de payer le crédit avec ma femme. Mais bon, c'est vrai que là, maintenant, on peut beaucoup plus facilement profiter de la vie. Bon ben, vivre heureux, pour moi, ce serait vivre en couple. Parce que tu vois bien, c'est un peu monotone, et puis tu vois bien, faire la vaisselle, le linge, tout ça, c'est compliqué. Ouais, la convivialité, c'est sortir avec les copains, quoi, c'est... tiens, salut Dédé, c'est boire des coups avec les copains, c'est... salut Marco, j'arrive, tu remets ça, c'est la convivialité, quoi, c'est ça être heureux, ouais, j'arrive, oh. Être heureux, c'est avoir du temps libre, comme tout le monde, profiter de la famille, profiter des amis, profiter de soi aussi, avoir du temps libre. Moi, être heureux, c'est être en bonne santé, mon petit gars. Moi, c'est le bonheur, c'est boire mon petit café Calva tous les jours, mon petit Porto tous les jours. Ça, c'est le bonheur. Et à 118 ans, tu vois, mon petit gars, eh ben, je bute tout le temps mes patates, hein, et mes poireaux. Et voilà, déjà un panel un peu des personnes qu'on a pu rencontrer sur le pays de Redon et partout en France. Donc, réaction à chaud, déjà, sur ce qu'on a pu entendre. Vous avez des micros? Alors, allez, il va falloir se lancer. Mathieu, sur ce que tu as entendu, est-ce que tu te retrouves sur quelques sujets? Par exemple, en avoir un peu plus que les autres, et écran plat 16 neuvième, 140 cm, moteur de 300 chevaux? C'est exactement ça. Non, on en a un peu moins que les autres. Non, mais je dirais d'abord que être heureux, c'est déjà essayer de ne pas être trop malheureux. Non, mais j'ai réfléchi en venant. Je vous avais envoyé des questions. C'est pour ça. J'ai l'impression que déjà pour réussir, on va dire, à
à être heureux, et déjà ne pas être trop malheureux, c'est-à-dire pas être submergé pour être dans le... Je peux m'exprimer là, c'est bon? Ah oui, oui, bien sûr. Pour rester dans le contexte agricole, pas être submergé par tout ce qui est désagréable, c'est-à-dire le côté administratif, financier, tout ce côté-là, quoi, tout le côté sanitaire, le côté tout ça là. Pas être submergé par ça, déjà, si on arrive à passer au-delà de ça, on est déjà pas malheureux. Et j'ai l'impression que, enfin moi, toujours ce qui me parle le plus, c'est j'ai été heureux de pouvoir mener les rêves que j'avais au départ, c'est-à-dire de construire quelque chose qui m'a fait plaisir, qui m'a rendu heureux. Et après, c'est d'essayer de le maintenir dans le temps, c'est d'essayer de faire vivre cette heureuseté. Non, ça se dit pas ça. Bon, on a le droit d'inventer des mots. Personne, même ça serait bien, peut-être que ça sera un prochain mot dans le dictionnaire. Il faut que ça continue dans le temps, il faut même réussir à le transmettre après. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Ah ben super, est-ce qu'il y a encore d'autres réactions? Cyril, tu veux réagir? Oui, pour moi, comment dire, donc être heureux d'abord, c'est aussi, c'est vrai comme disait Mathieu, c'est avoir un avenir en fait qui est à peu près dégagé au niveau, on voit quelque chose, on croit à quelque chose dans ce qu'on fait. C'est aussi être, comme dans les petits sketchs, là aussi, c'est... Ah, ce sont des vrais micro-trottoirs. Hein. Oui, je vois bien. C'est pas des sketchs. Je me demande si je n'ai pas été interviewé d'ailleurs. Alors, il y a aussi d'être à la campagne aussi, être auprès de ces animaux, tout ça, ça participe au bonheur à la ferme quand même. Dans le silence, comme dans le micro-trottoir, là, oui, le aussi. silence complet, total, voilà, exactement. à la campagne. Et dans l'autre sens aussi, comme on fait d'un vente direct, des choses comme ça, on sort aussi de sa ferme, et ça on change les idées, et ça participe aussi au bonheur. C'est quand les clients en fait, te disent que ta viande elle est super bonne, donc c'est quand même encourageant, je trouve, pour donc continuer, le retour aussi, le retour du consommateur direct. Ok, est-ce qu'il y a d'autres réactions ici? Et puis dans la salle après aussi, Albine? Ouais, pour moi en fait, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir choisir en fait son métier. Et même si c'est pas que ça en fait, hein, heureusement, si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai aussi un conjoint qui aime s'occuper des enfants. Donc voilà, ça permet de rééquilibrer un petit peu aussi. Mais c'est vraiment de choisir son métier et puis de ne pas toujours être pieds et poings liés en fait et foncer toujours tête baissée quoi, en fait. Enfin, aimer tous les jours aller travailler quoi, en fait. Quand il pleut et qu'il y a du vent, ramasser des carottes, pas toujours, mais c'est vraiment pouvoir se dire chaque jour je suis contente d'être là en fait. Est-ce qu'on peut très rapidement connaître un peu ton parcours depuis quand tu es maraîchère et quel a été le déclic pour aller vers ce bonheur du maraîchage, si on peut le définir comme ça, parce qu'on sent qu'il y a du plaisir hein, dans le métier que tu as choisi. Donc ça fait 8 ans, et avant je travaillais dans un bureau d'études en environnement en fait. Voilà, ça a été le désir de toucher un peu plus la terre et de mettre en pratique en fait des idées qui ont cheminé en fait aussi en couple quoi, en fait. Ok, merci. Yvon, un petit mot aussi peut-être? Oui, je vais réagir un peu en universitaire. À titre personnel, je partage beaucoup de ce qui a été dit. Il y a un géographe qui s'appelle Augustin Berg qui dit qu'on a deux corps, un corps animal, et la dame qui dit qu'il faut être en bonne santé, c'est quand même pas idiot. Donc il faut que des gens soient vivants, parce que vous avez fait référence au suicide, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, c'est d'être à peu près en bonne santé, et après on peut commencer à discuter d'avoir à manger aussi, en Afrique, tout ça. Il y a des conditions liées à notre corps animal qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas négliger. Et notre corps, il faut le soigner proprement, parce qu'il est précieux. Et la deuxième chose, c'est ce que Berg appelle le corps médial, c'est ce qui nous relie au monde. Et dans ce qui nous relie au monde, pour lui, le monde, c'est notre milieu, c'est pas que la nature ou un monde, c'est la nature, mais aussi les autres êtres humains. C'est-à-dire la nature, ce qu'il appelle le milieu humain, c'est notre milieu de vie, il comprend des chats, des chiens, des bêtes sauvages et des hommes aussi. Et ce milieu-là, on a une relation avec lui qui est aller-retour, quoi. Et côté aller, c'est l'idée de mettre la main dans la terre, c'est-à-dire on est heureux quand on peut faire quelque chose, quand on peut agir, et quand on n'est pas empêché d'agir du coup. Quand par exemple on peut s'installer sur une petite ferme, et qu'on ne dit pas c'est trop petit, tu t'installes pas, donc on peut agir. Et en retour, il faut qu'on comprenne le monde, c'est-à-dire il faut être capable de comprendre le monde dans lequel on vit, et Berg exprime ça un peu de façon compliquée en disant il faut qu'on ait les symboles du monde dans notre tête, il faut qu'on sache qu'un arbre c'est un arbre, qu'un vélo c'est un vélo, il faut savoir où c'est qu'on traverse la route.
Et qu'en fait, ce que je voulais dire, et c'est en rapport avec les petites fermes, c'est que je crois que le bonheur, il peut être recherché dans une petite ferme à travers la capacité d'agir. Voilà, c'est plus facile de s'installer, enfin financièrement, dans une petite ferme que dans une grosse. Donc l'idée que peut-être ça rend accessible la possibilité d'agir pour certaines personnes. Et aussi que comme on a une petite ferme, eh ben, on va être obligé d'être super attentif, d'être peut-être moins encadré, d'être plus autonome, et de travailler tout ce qu'on comprend du monde. Et plus on comprend le monde dans lequel on vit, moins on s'y sent perdu, moins on s'y sent fragile, et plus on peut assurer une certaine stabilité qui est aussi une des bases du bonheur. Voilà, mais c'est tout petit aperçu de la profondeur de la pensée d'Augustin Berg qui permet de penser notre relation au monde dans un monde qui n'est pas que l'homme d'un côté et la nature de l'autre, mais plutôt chaque individu face à un monde qui est très peuplé, qui est très partagé, on va dire. Merci beaucoup. On va se diriger maintenant vers la salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui auront envie de réagir maintenant sur ce thème-là de bonheur, d'être heureux? Oui, voilà. Ah ben, c'est parfait. Et on va mesurer votre indice du bonheur tout de suite, si tu veux bien, Maëlle. Donc, je vais essayer de... Ouais, c'est bien, très bien. Je vais essayer de vous parler de mon expérience dans le milieu agricole. Donc c'est un milieu agricole un peu spécial puisqu'il s'agit de ma propre exploitation. Enfin, c'est pas une exploitation, c'est juste une basse-cour et un jardin. Donc nous nous sommes intéressés à la réhabilitation d'une ancienne race de dindons qui était en voie de disparition. Nous avons recherché, nous avons cherché à la foire aux oiseaux à Pontivy, qui était annuellement donc indiqué sur le journal dans cette spécialité. Nous avons cherché à la vache nantaise le dindon noir de Gascogne et nous n'avons pas trouvé à cet endroit-là l'oiseau que... Voilà. Donc j'ai téléphoné j'ai téléphoné au Conservatoire des oiseaux dans différents territoires de France. J'ai trouvé un endroit qui me paraissait intéressant qui s'appelait la ferme de Sylvia, au sud de Bordeaux. Et donc à cet endroit-là, nous sommes partis un week-end et nous avons ramené notre couple de dindons que nous élevons sur notre petite... dans notre petit jardin. Donc ce que vous voulez nous dire là, c'est que vous étiez à la recherche du bonheur et ça y est, vous l'avez trouvé là. Le voyage a été une grande source de bonheur et le dindon, par contre, il n'était pas trop réceptif. Par contre, il vit en plein air parce que j'ai connu le dindon en milieu fermé et c'était une autre façon de procéder pour l'élevage de cette bestiole. Donc voilà. Merci pour votre témoignage. Voilà, la recherche du bonheur, ça peut être aussi par l'animal, mais on plaisantait un petit peu justement par rapport au voyage, mais je crois qu'on peut faire un parallèle avec ceux qui travaillent autour des races, on va dire les races locales, comme toi Mathieu avec la Pinoire, la vache nantaise. Est-ce que ça fait partie aussi d'un plaisir que vous avez de travailler avec des races locales, des animaux, on va dire, un peu différents de ce qu'on a habituellement dans les exploitations? C'est comme si tout... comment dire ça? C'est comme si on avait une grande liberté, je trouve, en travaillant avec ce genre de race, enfin de race en voie de disparition, de réapparition, ça dépend comment on les nomme, mais c'est comme si on avait vraiment une grande liberté d'entreprendre les choses. C'est-à-dire qu'on commence avec... dans ce genre de modèle agricole, comme ça, un petit peu par hasard, à un moment on ne sait pas trop pourquoi, et puis quand on se trouve complètement baigné là-dedans, après on a tout à inventer, et le fait d'avoir tout à inventer, ça fait qu'on a cette liberté qui pour moi me réjouit énormément. C'est ça qui... Tout est possible, quoi. Tout est possible dans ce qu'on fait. Et on n'a pas de frein, pas de barrière. C'est comme ça que je vois les choses avec de travailler avec, vraiment pour dire pour travailler avec ces races-là. Cyril, tu veux ajouter quelque chose? C'est exact, c'est vraiment la liberté d'action qui est très intéressante. On se regroupe avec tous les producteurs, si on est tellement peu, on arrive à tous se réunir autour d'une race. Donc là, pour la vache nantaise, c'est la PRBN, une association, puis on travaille ensemble sur la communication,
On peut travailler sur le produit aussi, on goûte nos produits, on se compare, on regarde et on essaie d'avancer ensemble. On essaie aussi de sauvegarder aussi en même temps la race et tout. Et on peut créer aussi une micro-filière. On a plein de projets en fait qui ne sont pas permis avec d'autres races plus conventionnelles parce qu'on se sent tellement petit, on va dire, qu'on n'a pas notre mot à dire. Alors que là, tout le monde est important, que celui qui a une seule vache ou qui en a 40, ben, il est écouté de la même manière. C'est ça aussi le bonheur. Alors, on peut prendre encore une autre réaction dans la salle sur cette notion du bonheur, et puis après on va aller sur une autre notion. Est-ce qu'il y a encore une personne qui souhaiterait réagir? Pas pour l'instant, donc ça va pour tout le monde, là vous êtes heureux, pas de problème. Alors on va continuer un peu à décrypter un peu notre sujet, puisque dans le sujet, donc c'était comment vivre heureux, donc là on voit à peu près ce que ça peut donner. Par contre sur une petite ferme, à la lecture moi, de ce sujet, je me suis dit mais comment on définit une petite ferme? On a beau aller chercher, pourtant aller surfer sur le net, etc. Il n'y a pas vraiment de définition. Donc ce qu'on a fait là encore, nous sommes allés là aussi, encore dans les rues, un peu partout, et on a demandé aux personnes qu'on a trouvées à droite à gauche, c'est quoi pour eux une petite ferme? Oui, tu sais ce qu'il me demande, et il veut savoir c'est quoi une petite ferme. Une petite ferme, c'est une petite ferme, c'est tu vois bien quand même. Réponds-toi, tiens. Je suis céréalier dans la Beauce. Et je peux vous dire qu'une petite ferme, c'est une exploitation qui n'excéderait pas 800 hectares. Hein. En dessous de 800 hectares, c'est même pas la peine de se réveiller le matin. En dessous de 100 hectares, déjà c'est un peu limite. 60 hectares, c'est limite. 20 hectares, c'est même pas la peine. 5 hectares, bon là, c'est vraiment une toute petite ferme. Et 1 hectare, là, c'est vraiment rien du tout. Moi je dirais par rapport au domaine peut-être. Ou peut-être au niveau de peut-être des hectares ou des nombres de mètres carrés ou peut-être à la puissance du tracteur. Ou je sais pas. Ah bah une petite ferme, souvent nous on en met quand c'est au-delà de 6 mètres de portée, on a besoin de rajouter quand même des petites fermes entre chaque parce qu'après la charpente elle tient pas quoi. C'est pour voilà on met des petites fermes quoi. Oui, cher monsieur. Alors, il faut le voir avec plusieurs entrées. C'est une approche systémique qu'il faut avoir. Alors, si vous voulez que je vous explique très bien, vous voyez, il y a une approche d'abord d'hectares en superficie. Alors, il y a la deuxième entrée dans l'approche systémique, c'est l'approche de capitaux. Par exemple, si je vous dis... Voilà, j'espère que pour vous, c'est beaucoup plus clair. Moi, j'ai une petite ferme, le Père Noël. Dedans, j'ai une vache, un cochon, un hippopotame, une chèvre, une girafe et surtout des puces. Voilà ce qu'on a réussi à avoir comme information sur une petite ferme. Ça nous avance pas mal, hein? Alors, des réactions pour avoir votre définition d'une petite ferme. Est-ce que vous considérez que vous travaillez dans une petite ferme? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet aspect de petite ferme? Qui veut commencer? On a le droit à un joker seulement dans la soirée, hein. J'avais pas dit, hein, mais... Cyril? Bon bah je me lance. Alors, c'est quoi une petite ferme? Moi je suis sur une quarantaine d'hectares. J'estime que je suis sur une petite ferme parce que par rapport déjà à l'actif, on va dire, parce qu'on peut regarder par rapport à la valeur en fait, de la ferme elle-même, c'est une ferme quand même qui n'est pas très élevée, on va dire, au niveau de la valeur. Du coup, elle est transmissible aussi aux générations futures sans trop de soucis. Ça, c'est un point qui est important, c'est ce qui est quand même plus que la surface, je dirais, parce que moi je suis en vache allaitante, donc c'est à 40 hectares par rapport à ma maraîchère, comme Albine, je sais pas, ça veut dire c'est énorme. Et par rapport à mon système, que je suis en prairie, système herbagé, tout ça, donc c'est peu, on va dire.
Et je voulais aussi rajouter un truc, mais je ne m'en rappelle plus. Ça reviendra. Voilà, donc je vais passer la... Albine. Donc oui, c'est relatif en fait. C'est vrai que 40 hectares en maraîchage, c'est une grosse ferme. Une grosse ferme. Donc une petite ferme, oui, je pense qu'on est une petite ferme en fait. Quand on peut être heureux en fait, pour reprendre le terme, sur une petite ferme en fait, quand on dégage un revenu aussi suffisant en fait, hein, quand la ferme est rentable, ouais. Et ça, c'est vrai que par la vente directe, je crois qu'on est tous les trois en vente directe, et je pense que c'est un point qui est important en fait quand on parle d'une petite ferme, surtout actuellement en fait. Je pense. Ça se vaut peut-être aussi plus pour les laitiers ou autres en fait, où actuellement en fait pour rentabiliser une petite ferme en fait ça passe surtout par la vente directe en fait, je pense. Donc, voilà. Donc la petite ferme, c'est aussi le fait de passer par les circuits courts et la vente directe. Valoriser en fait ces produits. Ça et peut puis être avoir une des définitions aussi. Le contact avec les voisins, tout l'environnement et le territoire. Ok. Pierrick? Moi, je voulais simplement ajouter que la notion de petite ou de grande ferme varie aussi dans le temps. Moi, je suis issu de parents agriculteurs. Et mes parents avaient 45 hectares. Et 45 hectares en 1980, c'était une grande ferme. Donc voilà, cette notion-là varie avec le temps. Et par contre, ils avaient aussi, ils faisaient de la polyculture, et ils avaient une partie de leur vente qui vendait aussi en direct. Voilà. Alors, Yvon, le carreau? Oui, c'est vrai que c'est une notion très relative. Donc déjà à l'échelle du monde, là je reviens du Texas, je suis allé passer 3 semaines au Texas, j'ai visité une ferme de 1600 hectares, mais où il n'y avait que 75 vaches, donc ça ne veut rien dire du tout. Et au Japon, par contre, la taille moyenne des fermes, alors qu'ils ont le même niveau de vie que nous, hein, c'est le même genre de pays, et c'est 1,7 hectare, quoi. Donc du coup, c'est très relatif dans l'échelle dans le monde, c'est très relatif dans le temps, dans l'histoire, c'est évidemment différent d'une production à l'autre. Donc finalement, ce qui nous différencie, ce qui fait qu'on se sent une petite ferme, c'est à l'intérieur du même système économique quand on est plus petit que les voisins, quoi. Quand on pense peut-être qu'on va être plus fragile, quoi. Et aussi parce que c'est très important, le coût d'entrée dans la ferme. Voilà, les céréaliers de l'Iowa, là, actuellement, ils ne peuvent pas vendre leur ferme, quoi. Ils ont 75 ans, 80 ans, il n'y a personne qui peut vendre parce que c'est trop gros. Donc il y a ça, et puis la dimension économique, quoi. C'est-à-dire si on fait de la vente directe, en fait, on augmente la dimension économique sans augmenter la surface, parce qu'on va générer de la valeur ajoutée, tout ça. Donc c'est toute une réflexion sur quelle place on prend et quelle place on prend. Hein. Si on est petit, on ne prend pas beaucoup de place normalement. Mais d'une autre façon, on peut prendre de la place sur le marché, et on peut prendre sa place aussi dans le monde, quoi. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir dans la salle sur cette notion de petite ferme? Oui. Ah, pardon, Mathieu, oui, bah, tu es dans la salle. Hein. Non, mais je voulais juste dire, parce que j'ai fait pas mal de collectage et tout ça, de chansons, et c'est vrai que j'ai l'impression que les fermes, ça fait longtemps, étaient toutes petites. Elles étaient toutes petites, finalement, je parle vraiment pour le pays ici, hein, on va dire le Haute-Bretagne en général, les fermes elles étaient toutes assez petites, et c'est au fil du temps que les fermes se sont comme ça s'est déconnecté, tout ça, il y a eu des petites fermes, des grosses fermes. Si on définit des petites fermes, c'est qu'a priori, il y a des grosses fermes. Et ça s'accentue, avec le temps, ça s'aggrave ce système, ce principe-là. Mais il n'empêche que il y a toujours plus petit que soi, c'est ce que tu disais, il y a plus gros, et que dans des mêmes les gens avec qui on se retrouve, dans les mêmes réseaux, on va avoir des systèmes de fonctionnement complètement différents. Ça dépend. Moi, j'ai l'impression qu'une ferme doit pouvoir permettre à quelqu'un de vivre de son travail. Après, chacun ne met pas le curseur au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont d'abord considérer qu'ils vont s'autosuffire, qui vont produire tout ce qu'il faut pour eux, le maximum pour être au maximum en autonomie chez eux. Il y a d'autres qui vont considérer qu'il faut avoir le même revenu moyen que ce qu'il y a dans leur région. Voilà, il y a plein de façons de réfléchir. Mais par exemple, pour parler de la Bretonne Pinoire, on peut vivre si on transforme, chez nous, on considère qu'il faut 30 000 litres de lait pour une personne pour vivre. Avec la Bretonne Pinoire, en transformant, en faisant toute une gamme de produits, 30 000 litres de lait, il faut quoi? Il faut 10 bretonnes, 12 bretonnes pinoires, on va dire. Si on fait, ça c'est la gamme qu'on fait chez nous, au 7 chemins,
Si on fait que du yaourt, par exemple, ou une forme de yaourt, on peut considérer qu'il faut 10 000 litres de lait. Pour 10 000 litres de lait, il faut 3, quelque chose bretonnes pinoires. 4 bretonnes pinoires. Pas beaucoup, hein. Et alors, 4 bretonnes pinoires, ça fait, on va dire, 7 hectares de terre, quoi. Pour en avoir 10, pour avoir 10 bretonnes, il faudrait, je sais pas, une vingtaine d'hectares, parce que si on compte les génisses, tout ça, toute la suite qui va avec. Si on fait que du beurre et de la crème, il faut produire beaucoup plus de lait, il faut avoir beaucoup plus de vaches et beaucoup plus de terre. En fait, c'est très compliqué de définir ce qu'est une petite ferme. Pour un apiculteur, il faut une grande ferme. Quelque part. La surface est très importante, mais tout ça, c'est en interconnexion après. On n'est pas tout seul dans son territoire. Pour information, j'ai trouvé ces chiffres-là. Dans les années 70, il y avait 150 000 exploitations agricoles en Bretagne. Et en 2010, on est passé à 34 447 exploitations. Voilà, donc ça donne quand même un... Et pourtant, on a 62% du territoire régional qui est consacré à l'agriculture. Donc c'est quand même très très important encore aujourd'hui quand même l'agriculture sur le territoire. Est-ce que des personnes veulent réagir sur ce thème-là encore de la petite ferme? Là on a eu déjà quelques notions, mais certainement qu'il y en a encore d'autres. Voilà, merci Nicole. Alors, si vous voulez juste vous présenter. Christophe Wigny, alors moi j'ai pas de ferme, mais enfin je suis du milieu rural, je sais ce que c'est. Je pense qu'il y a un autre indice dont on peut, qui peut servir aussi, c'est en réalité le rapport, c'est un indice de ressenti humain, je dirais, du rapport qu'on a avec la nature, avec la terre, avec les paysages qui nous entourent, et comment on se fond à l'intérieur, comment on vit avec. Et je pense que plus effectivement on est sur des dimensions plus importantes de surface, etc., et de mécanisation, technologie, etc., moins ce ressenti-là, on le perçoit, quoi. Alors, je ne dis pas que c'est systématique comme ça, mais je pense que c'est un indice aussi dont il faut tenir compte et qui fait le ressenti de nous dans notre environnement, quoi. Voilà. 94, ouais, monsieur est heureux, hein. Je pense que c'est peut-être avec les informations qu'il voit dans le journal concernant peut-être un rapport qui est arrivé sur le bureau du Premier ministre, mais je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais on le sent heureux, hein, on le sent heureux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent encore réagir? Oui, monsieur, voilà. Oui, c'est par rapport en fait à la surface. Juste faire un petit parallèle entre deux exemples, celui de ma belle-mère qui avait une exploitation de vaches laitières. Elle avait 12 vaches laitières, elle avait 15 hectares. Et la ferme des 1000 vaches dans la Somme, il y a 800 vaches sur 5 hectares. Si on compte les bâtiments, plus les terrains où ils font sortir un peu les vaches de temps en temps. Voilà, c'était juste une comparaison. Donc ça veut bien dire que c'est pas nécessairement la superficie, hein. Non. Voilà. Ah bah oui, il fallait quand même... alors... Oula. 4 dans la ferme des 1000 vaches. Ah ouais, quand vous avez parlé de la ferme des 1000 vaches, vous étiez qu'à 4. C'est très puissant. Voilà, ouais, on arrive à le voir. Ah, c'est même la vache qui est qu'à 4. Ah oui, d'accord, là on vient d'avoir l'info de la vache qui est qu'à 4 à l'indice de bonheur. Est-ce qu'on peut aussi le faire sur les animaux, hein? Ouais, c'est vrai. Merci Maëlle pour cette info. Alors, est-ce qu'il y a encore des personnes qui souhaitent réagir encore sur le thème de la petite ferme? On disait pas facile hein, de définir tout ça. Moi, il y a quelques années, j'étais parlez bien dans l'axe. J'étais en stage en Finlande sur une petite ferme, il y avait 18 vaches de race Ayrshire. Et moi, ce qui m'avait... De race Ayrshire. Ah d'accord, je crois que c'était Yorkshire. J'ai dit, oh là, qu'est-ce que ça va être comme vache ça? C'est assez proche, c'est poilu aussi. Toute petite. Ça donne pas beaucoup de la Yorkshire. Ce que j'ai retenu de ces 3 semaines passées pendant un hiver là-bas, c'était au mois de novembre 2003, ça remonte déjà, mais c'était que ces personnes étaient rayonnantes. Enfin, la ferme était tenue par une femme et elle souriait en permanence. Elle se levait elle a commencé la traite à 5h30 le matin. Le dernier tour dans l'étable se faisait à 22h30, mais elle semblait en permanence rayonnante et elle trouvait un petit peu de temps dans la journée
pour faire d'autres activités, apprendre le violon, etc. Et pour moi, c'était une leçon de bonheur permanente. Alors la contrepartie de ça, c'était beaucoup de temps passé et un investissement total dans l'activité, et c'était soumis à quelque part à une résistance physique, et la santé était en question pour durer, à mon avis. Voilà comment j'analyse ça avec le recul. Il y avait énormément de temps consacré et d'énergie pour gagner ce bonheur-là, et j'ai retenu que le bonheur, c'est du travail. Voilà. Monsieur, ça plairait à un monsieur du MEDEF, ça, de dire ça. Hein, faut faire attention. Hein. Ah, 2 réactions. Ici d'abord. On parle de la ferme ici, par exemple en Haute-Bretagne, mais par exemple en production laitière, quand on cultive du maïs et qu'on a besoin du soja qui vient d'outre-Atlantique, on a aussi des hectares à racoler, à recoller ici. À racoler aussi, parce qu'on peut s'interroger sur le business. Donc il faudrait rajouter en plus ceux de la culture pour nourrir les animaux, quoi. Ok. Ouais, c'est la notion d'empreinte écologique. Est-ce qu'ils vont un petit mot là-dessus par rapport à la petite ferme? Est-ce qu'on vient d'entendre? Mais juste, ça renvoie à la question de l'empreinte écologique, c'est-à-dire on est aussi plus ou moins petit ou plus ou moins gros dans notre manière de marcher plus ou moins lourdement sur le monde, quoi. C'est-à-dire de consommer les ressources et de déformer. Donc voilà, c'est important de faire une analyse du système global dans lequel la ferme est prise, quoi. Et c'est les circuits courts dans ce sens-là, c'est intéressant parce qu'on augmente la taille économique de la ferme, on fait de la valeur ajoutée, mais sans changer l'empreinte écologique et même en la réduisant éventuellement, parce que en porc, par exemple, on voit très nettement comment on peut augmenter en main-d'œuvre en diminuant le nombre de porcs et donc l'impact sur l'environnement. Donc c'est des réflexions qu'il faut avoir aussi sur notre taille, je dirais presque externe, c'est-à-dire la place qu'on prend dans le monde, quoi. Pas seulement la place qu'on ressent, se sent à l'étroit dans une petite ferme, mais quels sont nos impacts dans les années 60, 50, 60 en Bretagne. C'est vrai que les fermes étaient petites, et si on est parti sur le hors-sol, c'était pour justement pour se sentir dans des fermes moins petites. Mais on a négligé cet impact. La taille de la ferme restait petite, 4 hectares, 5 hectares, mais avec des effets sur l'environnement qui étaient largement au-delà de ces hectares-là. Et c'est une réflexion qu'il faut avoir. Moi, je parle de production nette, productivité nette, mais on peut parler aussi de surface nette. Et donc, ce que vous dites est très important. Merci. Une dernière réaction? Oui, bonsoir. Donc, Régis Fresneau de Plessé, voisin de Mathieu. J'avais 2 remarques. Mathieu, tout à l'heure, il a cité des fermes qui, en Bretonne-Pinoire, ont produits laitiers frais avec 4 ou 5 vaches. Et ben, il n'a pas cité par hasard parce que ça existe. Ça existe. J'ai eu l'occasion notamment de voir un éleveur sur Plouarnel, sur la route de Quiberon. Il y a bien des éleveurs qui vivent en couple sur des petites fermes qui ont 5 vaches, Bretonne-Pinoire. Et autrement, moi, c'est plutôt une réflexion par rapport à ce que j'ai entendu de mes parents. En général, par chez nous, plus au nord de Nantes, une petite ferme, c'était quand tu allais au bout de tes champs, tu voyais le bâtiment du voisin. Et aujourd'hui, ça reste valable. Je pense que les bâtiments ont un peu grandi dans chaque ferme. Ben, si tu ne vois pas la ferme de tes voisins, c'est que peut-être que tu es dans une ferme trop grande. Voilà une nouvelle notion, on notera. Merci beaucoup. Alors on va continuer encore notre décryptage parce que... Ah pardon, il y avait encore d'autres trucs? Non? En Beauce, ils peuvent voir les bâtiments de leurs voisins aussi. En Beauce, ils peuvent voir le... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'au niveau du bocage, il y a du boulot à faire dans la Beauce. Merci beaucoup pour cette remarque. Parce que, donc, ce que je voulais dire, c'est que derrière le titre, il y a un sous-titre. C'était « Osons la modernité et l'innovation en pays de Redon ». Et donc là aussi, le terme de moderne, eh bien, n'est pas si facile que ça à définir. Alors j'ai essayé d'aller voir la définition du côté du Petit Robert ou du Gros Larousse, mais en fin de compte, je suis allé dans mon tout l'univers et je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur la modernité. La modernité n'est ni un concept sociologique, ni un concept politique, ni proprement un concept historique. C'est un mode de civilisation caractéristique qui s'oppose au mode de la tradition, c'est-à-dire à toutes les autres cultures antérieures ou traditionnelles. Face à la diversité géographique et symbolique de celle-ci, la modernité s'impose comme une, homogène, irradiant mondialement à partir de l'Occident. Pourtant, elle demeure une notion confuse, voilà, j'ai surtout retenu ça moi, une notion confuse qui connote globalement toute une évolution historique et un changement de mentalité. Alors, nous sommes allés, ça vous a avancé là? Attendez, on va d'abord écouter ce qu'on a trouvé devant le Parlement et dans les rues, et puis après on se retrouve pour essayer de parler du terme de modernité.
Oh, moi je me souviens que j'étais moderne quand j'ai eu mon premier tracteur. Ça en 58, le 18 juin 58. Oh bah là, ça t'est moderne, hein. Ouais, c'est vivre avec son temps. Excusez-moi, je suis pressé. Oui, mon cher monsieur, eh bien, être moderne, c'est utiliser tout le matériel high-tech disponible. Hein. Par exemple, moi-même, j'ai un GTS. Maintenant, qui ne surfe pas avec son Minitel, hein, qui ne joue pas avec un petit mulot, vous voyez, enfin, il faut... Ah, j'ai un message sur mon tatou, excusez-moi. Ah, bon mon petit gars. Alors, être moderne, c'est être à la mode, si tu veux aller par là. Par exemple, moi, si tu me regardes habillé comme je suis là, bon, bah, il y en a qui peuvent dire que je suis démodé, mais comme la mode, elle change tout le temps, ben, je suis en avance sur mon temps, parce que la mode que j'ai là, elle va revenir dans 20 ans. C'est ça d'être moderne, c'est être en avance sur son temps. Être moderne, jeune homme, c'est vivre avec son temps, c'est surtout s'adapter au mode de consommation des nouveaux clients. Par exemple, moi, eh bien, je vends mes blouses en ligne maintenant. Et vous voyez, ce qui est important aussi, c'est faire très attention à son environnement. Je n'utilise plus d'encre, je n'utilise que des cartons de papier toilette et je fais l'étiquette caisse que j'écris avec mon stylo gris. Bille, crayon gris ou stylo bille. Voilà ce qu'on a pu recevoir comme information sur le terme de la modernité. Yvon qui regarde au ciel, désolé, mais on n'avait pas trouvé de... Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors, qui veut essayer de se lancer par rapport à ce qu'on a entendu ou ce que vous avez envie de dire sur ce thème-là? Sachant qu'après, on va essayer de parler d'innovation. Quoi qu'un, c'est pas facile de faire la différence entre modernité et innovation. Hein, merci Cyril d'avoir choisi un thème comme celui-là. Merci. Vous n'étiez pas tout seul. En tout cas, opposer, comme dans la définition du dictionnaire, la modernité et la tradition, ça me paraît un peu exagéré. Ouais. Parce que c'est justement ce qu'on essaie justement de prouver le contraire. Que ce qui vient de loin, c'est ça qui est moderne aujourd'hui. Enfin, pour moi, toujours, c'est ça qui est moderne aujourd'hui. Et finalement, tout ce que tu as mis en valeur tout de suite là, sur le high-tech, là, ça, c'est évidemment, ça peut paraître comme moderne, mais c'est un artifice, c'est un outil, enfin, c'est quelque chose qui est pour moi artificiel, simplement. On l'utilise, et on peut aimer ça, c'est pas un problème, mais c'est pas ça qui nous fait vivre, qui nous mène au quotidien, c'est pas ça. C'est justement moi, pour faire le parallèle entre le travail à la ferme avec la bretonne pinoire ou le travail autour de la chanson avec la chanson traditionnelle, c'est montrer aujourd'hui qu'on peut en vivre aujourd'hui de ce métier-là, on peut en vivre avec ces races-là, avec cette matière-là, on peut la faire vivre aujourd'hui, on peut s'exprimer à travers ça. Et pour moi, c'est ça qui est moderne aujourd'hui, justement. Merci beaucoup pour ce coup de gueule. Je crois que là, il faudrait que tu... Il était peut-être en dessous, là, je pense, hein, non? Je l'ai énervé un peu. Ah, t'avais pas bien... Je l'ai pas vraiment enregistré. Ah ouais, pardon. Normalement, juste avec les yeux. Regarde. Juste avec, ouais, bien regarder. Je peux recommencer? Ah ouais. Un peu là. Oui, il n'y a pas de problème, du coup, les yeux, c'est pas le même bruit. C'est pas celui-là non plus. Oui, mais c'est les yeux. Ah, c'est les yeux, avec les yeux. Voilà, directement comme ça. J'ai l'impression qu'on l'a un peu énervé, je suis désolé. Ouais, on est dans le 74. Ah ouais, désolé. Mais en même temps, tu as réussi à dire ce que tu avais sur le cœur, c'est bien. Merci Mathieu. Alors Yvon, le carreau. En tout cas, ça rejoint parfaitement une critique qui est portée par une sociologue de Caen qui a écrit un livre tout à fait lisible qui s'appelle « Les paysans de la parcelle à la planète » sur le réseau agriculture durable et qui dit qu'il faut arrêter d'opposer tradition et modernité. Cela dit, il ne faut pas confondre moderne et récent. Parce que c'est le mot moderne en science, quoi, comme il est dans ta définition, c'était un peu tiré des aspects scientifiques. Ouais. Puis dans le c'était plutôt la modernité au sens de ce qui est nouveau, quoi. Et donc c'est deux choses différentes. Si on parle de la modernité pour les scientifiques, pour les sociologues, pour les philosophes, c'est vraiment, grosso modo, XVIIe siècle, Descartes, tout ça, c'est l'émergence de l'individu.
Et en fait, moi, j'analyse cette question de modernité autrement, c'est-à-dire, je le relie à autre chose, c'est en gros les 3 âges un peu de l'agriculture depuis la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'agriculture paysanne au sens de Mandras, pas au sens de la Confédération paysanne, c'est-à-dire une agriculture où toute la société est dans le même bain et où celui qui décide, c'est le grand-père, quoi. Patriarcal, et donc autorité des âgés sur les jeunes et des hommes sur les femmes. Et autour d'un modèle qui est, pour savoir ce qu'on a à faire, on demande à grand-père, d'accord, à papy. On passe à la modernité en agriculture avec l'émergence du modèle professionnel, qui est un modèle effectivement qui valorise l'individu, qui a été à l'école, c'est moi qui ai été à l'école, c'est pas mon père, et je me bats pour imposer une agriculture qui est mon projet d'entreprise, mon projet personnel. Et ça a donné des choses intéressantes, comme l'égalité entre les hommes et les femmes, le RL en 85, ça a donné la libération, disons, des jeunes par rapport à leurs parents, on a supprimé le statut d'aide familiale, des choses comme ça. Et donc, de cette modernité-là, on doit garder des tas de choses intéressantes. Mais ce qui a été dommage, c'est qu'elle s'est construite contre la tradition, parce qu'il fallait se battre contre les parents. Donc il y a eu un conflit. Et aujourd'hui, on est dans une génération suivante, que les chercheurs donnent plein de noms. Moi, j'appelle ça l'agriculture réflexive, c'est-à-dire qui réfléchit, et qui cherche des solutions originales, et qui récupère le bon de la tradition. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, trouver du sens à ce qu'on fait. Par exemple, la transmission. Par exemple, une race ancienne, ben, ça veut dire qu'on se met dans les pas des anciens, puis qu'on se dit que ce qu'ils ont fait, ça a du sens, qu'on va essayer de trouver une filiation, quelque chose. Et ça, on va garder un bon côté. Et puis on va garder quand même aussi le côté, chacun a envie de faire aussi ce qu'il veut dans la vie, de ne pas avoir des ordres de tout le monde. Et donc, on est dans une recherche d'une sorte de synthèse. Et effectivement, dire que je veux être moderne aujourd'hui, c'est très très confus, en tout cas. On pourrait essayer de se dire, ben, je vais essayer de construire un projet qui garde le meilleur de la modernité, puis aussi le meilleur de la tradition. Et c'est un peu le challenge, c'est le défi que beaucoup d'agriculteurs dans les petites fermes font aujourd'hui, en fait, je pense. Parce que comme ils sont dans les petites fermes, ils ne peuvent pas non plus appliquer les modèles ultra modernes de la segmentation, de la parcellisation, de l'industrialisation. Ils sont obligés de trouver les compromis avec le bricolage, avec l'entraide, avec tout un tas de trucs qui tiennent de la tradition. Bon, c'est un point de vue propre, mais moi, dans ma ferme, ben, je le vis parce que j'élève des solognotes. Moi aussi, j'élève une race ancienne. Et je pense que si j'ai choisi la solognote, parce que le peu que je fais, 5 brebis, ben, j'avais envie que ça ait du sens. Mettre 5 brebis de plus sur une race industrielle, je ne voyais pas trop l'intérêt. Et vous voyez, c'est ça aussi qui est... c'est cette réinvention de la tradition qu'il faut qu'on pense, pour ne pas être traité non plus de retour en arrière, de retour à la bougie, de tout ça, parce que c'est le risque, dès qu'on critique la modernité, d'être traité de vieux jeux, de passéisme. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir aussi sur ce terme-là? Donc là, on peut quand même retenir, c'est aussi être moderne, c'est réinventer avec la tradition, c'est ça aussi. Ça va avec ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu. Je dis pas de bêtises quand je dis ça? Non. Cyril, tu veux ajouter? Oui, dans la partie modernité, j'aurais bien aimé rajouter en fait les possibilités que l'on peut faire. Même si on est sur une petite ferme, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'existe pas en fait. Si on se regroupe ensemble, en fait, on peut faire des choses magnifiques. Par exemple, pour ma part, j'ai intégré le magasin Brin d'Herbe, qui est un magasin de paysans qui est sur Rennes. Ça a plus de 25 ans, donc c'est pas forcément très moderne, mais ça continue quand même à s'agrandir et à s'améliorer. Et là, pour l'année prochaine, les 9 producteurs de viande, on va faire un labo de découpe. Chose que tout seul, on ne pourra pas le faire. Donc je pense qu'on a les moyens de ces ambitions aussi, si on se regroupe ensemble, qu'on travaille en intelligence. Oui. Pardon, vas-y. Ça va aller avec. Et aussi, on peut se regrouper aussi sur les méthodes de vente, comme le manger local. Ah, le manger local, alors. Et c'est vrai que quand on est sur une petite ferme, on a plus de facilité en fait à innover et à inventer les choses en fait, parce qu'on n'est pas forcément dans un circuit qui est fermé et avec peu de possibilités de changement en fait. Et être dans une petite ferme, justement, on peut effectivement se regrouper en fait. On ose plus facilement faire d'autres choses, aller vers d'autres débouchés, rencontrer d'autres personnes en fait. Ça ouvre les portes. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir? Oui, ici. Oui, je suis d'origine agricole. Mes parents étaient agriculteurs. Et puis, pour moi, la modernité me renvoie à une notion qui a été développée beaucoup dans les années 50-60, quand la JAC, etc., a incité les agriculteurs à se développer. Et puis le mot d'ordre, c'était il faut nourrir le monde. Et donc effectivement, beaucoup d'agriculteurs effectivement avaient ça en tête, effectivement, nourrir le monde, donc produire, quoi.
Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la modernité, c'est pas une grande idée de nourrir le monde, c'est peut-être nourrir ses voisins, en fait, à travers les circuits courts. Alors, est-ce que c'est une vision moderne? Est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Henri-Claude? Ne plus nourrir le monde, mais nourrir ses voisins? En nourrissant nos voisins, on nourrit le monde, puisque chacun peut nourrir les voisins qui sont autour de chez lui. Tout simplement, c'est comme ça que ça serait le plus cohérent, le plus simple, et plus le circuit court, plus ça paraît intéressant. Moi, je voulais juste dire, il faut, en fait, on a besoin aussi de beaucoup communiquer, expliquer ce qu'on fait, en fait, parce que on a un voisin qui fait d'attraction animale et qui, à côté de chez nous, Dreny, là, et qui fait beaucoup ces temps-ci d'entretien de vignes dans tous les grands vignobles. Il va entretenir des vignes entre les ceps, là, il entretient les vignes. Et j'imagine que si quelqu'un voit ça de la route, il va trouver que c'est quand même très archaïque. Voilà. Et ça demande beaucoup d'explications de sa part à lui, expliquer ce qu'il fait comme métier, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait comme ça, ou alors ceux qui l'embauchent pour faire ça, quoi. Et ça demande, c'est un exemple, hein, c'est simplement un exemple concret, mais pour tout ce qu'on fait, on peut être vu de la route d'une façon quand même un peu étrange, quoi. Les gens nous regardent de loin, nous disent qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait comme ça paraît bizarre aujourd'hui de faire comme ça. Et nous, notre travail, il est non seulement de produire, de produire de l'alimentation, de faire des choses, mais aussi d'expliquer aujourd'hui ce qu'on fait, quoi. Donc d'ouvrir aussi nos fermes pour pouvoir expliquer ce qu'on fait. Parce que sinon c'est incompris, quoi. Comme on l'a entendu un peu dans le micro-trottoir, c'est être un peu en avance sur son temps, parce que là tu dis que vous êtes en avance sur en même temps la vision globale la vision du grand public. Oui, tout à fait. Oui. Donc il faut expliquer. Ok. Une dernière remarque, allez, deux. Alors un monsieur tout au fond et puis le monsieur ici aussi. Oui. Moi, je suis du milieu agricole aussi. J'ai des parents agriculteurs et je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit par rapport à la modernité, à la production. Donc, on produit en quantité. On produisait en quantité et j'ai l'impression que maintenant, la modernité, c'est plus de produire en qualité. On recherche la qualité. Oui. Tiens, le micro. Après, c'est peut-être pas le modèle encore. Par rapport aux deux interventions, oui. Moi je pense que le fait que les paysans produisent de la nourriture, c'est ni traditionnel, ni moderne, ni postmoderne, c'est néolithique. Ça a 10 000 ans et ça ne change pas, ça. C'est un truc stable et sur lequel on peut s'appuyer. Après, qui mange cette nourriture? Bon, il y a plein de questions à se poser. Est-ce que c'est les gens près, les gens loin? En 1949, on se disait plutôt, est-ce que c'est ceux qui ont les tickets de rationnement, ceux qui n'en ont pas? Vous voyez, il y avait du marché noir. Et puis, dans les sociétés affamées, si on est riche, on mange, si on est pauvre, on ne mange pas. Donc en fait, la question de savoir qui mange, c'est une vaste question qui traverse tous les modèles. Dans le système traditionnel, tout le monde ne mangeait pas bien. Il y avait des gens qui étaient empêchés de manger aussi. Et dans les systèmes modernes, il y a aussi, malgré la richesse générale du monde, il y a des gens qui ne mangent pas. Donc je pense que c'est une question d'une autre nature. Et moi, je renverrai à ça en disant, sur la notion d'explication, c'est-à-dire de pédagogie et de communication, en fait, entre les agriculteurs et les gens. Je pense que quand on explique aux gens ce qu'on fait dans la vente directe, mais pas seulement, ça peut être, je crois qu'il y a des gens qui le font aussi même sur des circuits longs, qui expliquent leur métier honnêtement, qui expliquent comment ils font, le jambon qu'on trouve au supermarché. C'est intéressant parce que en fait là, c'est pas, déjà les gens qui le font peut-être ils sont heureux, mais ça donne du bonheur aussi. C'est-à-dire que ça aide les gens à être bien dans leur assiette, parce que aujourd'hui il y a une crise de l'assiette, là c'est clair, quoi. Les gens ont peur de ce qu'ils mangent. Donc à un moment donné, si on peut expliquer, on donne du sens, et je trouve que ça c'est important. Et ça, je pense qu'on ne le faisait pas à l'époque traditionnelle, parce qu'il n'y avait pas besoin, qu'on ne le faisait pas à l'époque moderne, parce que les tampons du vétérinaire suffisaient, et qu'on le fait maintenant, et que ça c'est nouveau. Et que ça c'est un rôle nouveau des agriculteurs, et que les gens qui font de la vente directe, et c'est vrai que beaucoup de petites fermes font de la vente directe parce qu'elles ont besoin pour pouvoir vivre, sont au front pour inventer des nouvelles façons de parler de l'alimentation. Mais je ne crois pas qu'il y ait, par exemple, le fait de vendre en circuit court soit plus moderne que de vendre loin, parce que la tradition c'était de vendre en circuit court. Donc du coup, ce n'est pas les mots qui conviennent à mon avis pour distinguer. C'est plutôt des questions, il faut analyser si c'est juste ou pas dans chaque situation. Et aujourd'hui, ce qui est nouveau vraiment, c'est d'en parler, en fait. Merci. Une dernière remarque au fond? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle
exemple, mais je voudrais apporter aussi un témoignage un petit peu personnel. Ça fait plus de 10 ans que je suis redonnais, et auparavant, pendant 20 ans, j'ai habité à Loudéac. Loudéac est un pays de producteurs et d'éleveurs. Il est vrai que différents, notamment, je vais vous donner juste un exemple, quand vous voyez l'association de Docit et Tressilia, ça permet de voir les fortes progressions qu'il y a dans la région Bretagne notamment, et des nouveaux industriels qui émergent, et on a des petits producteurs locaux qui, avec l'âme qu'ils ont, c'est surtout l'âme de producteurs et d'éleveurs qui doit tenir compte. Les certificats bio ou autres, on va tous les avoir, mais permettez-moi de vous dire que vous ne pouvez pas avoir un certificat de l'âme de producteur. Et ça, c'est primordial, si vous me permettez. J'ai 99. 99 en produit intérieur de bonheur, dis donc, hein, vous êtes heureux d'être passé de Loudéac à Redon. Hein. Ah ouais, mais là c'est vraiment. Alors, une dernière, alors on va essayer de garder le temps, donc si vous pouvez faire assez vite, merci. Parlez bien dans le micro s'il vous plaît. Ah, tiens, c'est Marc. Bonjour Marc. Longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc. Les traditions, il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes, parce qu'on l'a toujours dit. Parle bien dans le micro, Marc. Les traditions, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Il faut garder les bonnes. Et puis alors, nourrir le monde, là je ne vais pas parler longtemps, mais nourrir le monde, on balance 50% de la nourriture. Aux États-Unis, qui est le modèle, depuis des années, depuis toujours, tout le monde regarde là-bas, ils en balancent 100%. C'est-à-dire que quand il faut produire 2, on va en avoir 1. Peut-être qu'à après, je crois qu'il faudrait peut-être rappeler à la presse, former, à savoir, pour des hommes, quel est l'objectif de faire, de classer ce qui est le plus important. Et qu'est-ce qui est le plus important pour les individus? Alors, bien que le prix aujourd'hui de la nourriture a baissé, c'était 70%, maintenant, les gens consacrent 20% de leur budget pour se nourrir. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est se nourrir, un toit, la culture. Et après, tout le produit matériel, on voit bien en Syrie, quand c'est la guerre, eh bien, quand un kilo de riz vaut $100, hein, eh bien, le portable, la bagnole avec des options, ils n'en ont rien à foutre. Ça n'a plus de valeur. Donc, il faudrait rappeler qu'est-ce qui est important et les classer par ordre d'importance. Là, je pense qu'ils vont, là, il y a matière à réagir, là c'est du pain béni, là. Tout est très, très bien formulé, intéressant. Les deux interventions se rejoignent. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas qu'il faut mettre des labels sur l'âme paysanne. Il faut juste... je dis à mes étudiants, vous savez ce qu'on fait? On va aller voir les paysans au lieu d'en causer. On va sur les fermes et on fait le tour de la ferme avec eux. Et là, on sent des choses qui ne sont pas dans les labels. Et puis, la nourriture, c'est pareil. Redonner de l'importance à la nourriture, à mon avis, c'est pas trop dans un classement, c'est organiser des bons repas. Enfin, c'est donner de la valeur, de la signification à l'alimentation. C'est prendre le temps de manger avec ses enfants. Enfin voilà, c'est un travail, c'est proposer aux collègues d'amener une spécialité, de partager un repas de travail. Donc c'est en fait, c'est la question du sens et de la valeur, quoi. Voilà. Donc fondamentalement, on doit travailler là-dessus. Et moi, je suis géographe, donc je pense que ça, c'est pas universel. C'est-à-dire que on peut pas. C'est très compliqué. Moi, quand je suis allé au Japon, par exemple, on peut discuter comme ça avec un interprète, avec des petits paysans japonais. Mais en fait, pour comprendre pourquoi ils restent sur la ferme, par exemple, pourquoi ils travaillent jusqu'à leur mort, pourquoi ils ne prennent pas leur retraite, ça demande beaucoup de culture pour comprendre tout ça. Donc, c'est des Japonais qui nous ont expliqué un peu, parce qu'ils avaient cette culture. Donc, je crois qu'on a aussi besoin de partager dans les territoires des choses qui sont originales et qui vont nous réunir, en fait. Et que les agriculteurs, ils doivent être autour de la table, ceux qui ont produit la nourriture, d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup. On va du coup maintenant passer à l'autre sujet, du sous-titre encore. On parlait de modernité, donc là on a fait pas mal le tour. Hein. On pensait qu'on allait un peu plus galérer avec ce terme-là, et bien finalement on a réussi à discerner pas mal de choses. En tout cas, c'était celui aussi d'oser de l'innovation dans les petites fermes pour être heureux. Alors là aussi, eh bien, nous avons encore
fait balader notre petit micro à droite à gauche pour savoir ce que les gens pensaient de l'innovation. On écoute maintenant. Oh bah, être innovant, c'est pas compliqué, venez dans la stabule, je vais vous montrer. Voilà par exemple, normalement, là, la vache, elle devrait aller là. Mais là, nous, ce qu'on a fait, on a un système de menottes, si on voulait par là, tac, il s'accroche les quatre pattes, tac, on la met à l'envers. Comme ça, déjà, elle est plus à l'aise, elle est sur le dos, elle est beaucoup plus tranquille. Vous voyez, autrement, elle est stressée, alors que là, elle est pas stressée. Et pendant ce temps-là, nous, on fait ce qu'on veut, en plus, c'est bien pour notre santé, parce que du coup, on se casse pas le dos, on est bien, on est en hauteur, tout impeccable. Et là, ce qui est intéressant, c'est que directement, quand on met les ventouses, tac, vous voyez, bon là, tac, ça fait on est à l'aise. Et ben là, ce qu'on peut faire, c'est directement le lait, il fonce d'abord, tac, hop, puis on a inventé un truc, c'est directement les fraises qu'on a de l'autre côté, tac, on les prend, hop, et on fait des yaourts à la fraise directement avec le système qu'on a, avec, bon là c'est mon voisin qui est très, il travaille avec les congélateurs, les machins, tout ça, il avait un système incroyable qui fait que directement, tac, ça fait des glaces, vous voyez, ça fait des glaces à la fraise. On a fait la même chose avec le chocolat, on a fait la même chose avec des glaces au Ricard, parce que bah oui, faut savoir aussi innover et faire plaisir à toutes les clientèles. Vous voyez, moi je voyais bien que la glace au Ricard, ça allait plaire, par exemple. Alors voyez-vous monsieur, être innovant, c'est employer des techniques agricoles nouvelles, notamment pour un meilleur rendement. Par exemple, je peux prendre l'exemple du glyphosate, des engrais chimiques. Et bien voilà, ce sont des moyens techniques qui nous permettent un meilleur rendement. Innover, moi je vois bien, il suffit de regarder mon voisin, mais moi je veux pas qu'on sache que c'est moi. Mais je l'ai vu. Vous savez ce qu'il fait? Il transforme par exemple maintenant directement les produits, au lieu de vendre directement son lait, il en fait des yaourts maintenant. Mais vous vous rendez compte? Si c'est ça l'innovation. Attendez, c'est pas tout. Il s'allie même, il travaille avec d'autres personnes. Il travaille avec ses voisins, ils sont en train de coopérer, là, en train de faire des trucs ensemble, là, une espèce de laboratoire ou je sais pas quoi. Enfin, si c'est ça innover, eh bonjour. Oui, alors ce qui est intéressant, une fois que la vache, là elle s'est endormie. Mais on en profite directement à ce moment-là pour lui laver les dents. Donc on a un système de vibroquin qui fait que, hop, ça lui lave les, comme ça, ça lui lave les chicots, parce qu'on s'est rendu compte que la qualité du lait, ça jouait par rapport à la mauvaise haleine. La mauvaise haleine d'une vache qui a une mauvaise haleine, ça donne du mauvais lait. Ça, on pourrait dire ce qu'on peut, hein. Mais c'est ça être innovant. Voilà, on n'a pas pu aller jusqu'au Parlement pour savoir ce que c'était l'innovation, mais on en a vu quand même, voilà, des Géo Trouve Tout qui, grâce à lui justement, on a réussi à avoir ce système de... C'est lui qui a inventé le PIB, donc nettoyage des dents, c'est innovant pour la ferme des 7 chemins ou pas? Des dents des vaches. Des dents des vaches? Ouais. Non, pour l'instant, t'es pas tout à fait d'accord avec ça? Pas encore. Pas encore, bon, il faudra vérifier alors. Alors, l'innovation. L'innovation en Pays de Redon pour une petite exploitation. Comment on peut la définir, par exemple, hein, par des exemples concrets, si vous le souhaitez. Alors, là, il y a peut-être aussi Michel Pierre à côté, avec qui va pouvoir en parler tout à l'heure, quand même. Là, c'est le moment, là, maintenant, hein, Michel. Mais peut-être avant Cyril? Oui, pour l'innovation. Donc, ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, quand je parlais de petites fermes, c'est aussi basé sur la vente directe. Et comme on fait de la vente directe, on n'est pas obligé de suivre en fait les systèmes classiques, et on peut être innovant avec une race locale de vaches par exemple, ou autre, ou ça peut être aussi des céréales, ça peut être des légumes. On peut prendre des choses qui sont en dehors des standards, et en particulier par exemple la nantaise pour ma part, ça c'est quand même assez innovant, entre autres, parce qu'on peut proposer en fait un produit qui est différent, qui est aussi innovant aussi sur le terme de l'écologie, on va dire, parce qu'en fait c'est une vache qui est agroécologique, elle se contente de peu sur des fourrages assez grossiers, il n'y a pas besoin de faire un tas de choses pour la nourrir, quoi. Elle se contente de ce cas-là en fait. Donc ça, je pense que c'est innovant. Albine, est-ce que tu veux réagir sur ce terme d'innovation sur les petites fermes? Oui, ben j'ai l'exemple de Manger Local en fait, où donc c'est une association de producteurs en fait, qui avait été lancée par une association qui s'appelait l'Assiette au Champ et qui a périclité, et en fait du coup on s'est regroupé entre producteurs en fait pour conserver en fait cette partie-là d'approvisionnement de la restauration collective avec le soutien de la CCDR. Voilà.
Les résultats aujourd'hui, c'est combien de... Enfin, je sais pas, est-ce qu'en quantité ça peut se définir ou pas? 15 et 20 restaurants scolaires en fait. Sur le Pays de Redon, Ouais, sur la voilà. CCBR? On est entre 12 et 15 producteurs aussi adhérents. Donc voilà, donc on peut encore faire mieux en fait, mais c'est vrai que ça crée une dynamique au sein des producteurs qui est vraiment appréciable en fait. On se sent plus tout seul sur sa ferme. Est-ce que des personnes veulent encore réagir sur le terme de l'innovation, Yvon, ou alors dans le public? Parce que... C'est pas du tout mon entrée scientifique. Comment dire? Si l'innovation, c'est logiquement ce qui est nouveau, en fait, les choses peuvent être nouvelles intrinsèquement. Voilà, on découvre quelque chose. Hein, c'est une découverte, c'est nouveau, ça n'a jamais existé avant. Bon, mais j'observe, moi, sur le territoire, que quelque chose qui est ancien, par exemple, et à quoi on donne un nouveau sens, du point de vue de la sociologie, c'est aussi une forme d'innovation. C'est-à-dire qu'on introduit dans un univers social quelque chose qui dérange, en fait, quelque chose qui bouscule. Donc, c'est compliqué. Je pense qu'il faudrait distinguer l'innovation technologique, d'une part, puis peut-être l'innovation sociale, de l'autre, et se dire que ce n'est pas forcément les innovations technologiques qui produisent des innovations sociales, et que les innovations sociales peuvent être basées sur la réaffirmation de choses anciennes ou de choses qui ne sont pas technologiques. Donc je pense que là, les agriculteurs en général et les petites fermes en particulier, elles sont au croisement des deux. Parce que l'agriculture, c'est un métier où on a besoin de technique. Parce qu'on n'est pas dans le virtuel, on est sur des choses où il faut régler des problèmes. On a besoin de technique. Par exemple, pour vendre, on a besoin de communiquer. Moi, ma femme, par exemple, elle travaille avec une interface en ligne qui est fait pour les petits maraîchers, puisque c'est pour du panier à la demande où les gens choisissent ce qu'ils mettent dedans. Donc, sur les grosses fermes, c'est trop de boulot, mais sur les petites fermes, on arrive comme ça à valoriser. Et c'est un logiciel qui a été mis en place exprès parce que la ferme est à ce stade-là. Donc, c'est possible d'utiliser l'innovation technologique, mais par exemple, l'entraide entre producteurs, maraîchers, par exemple, c'est quelque chose de pas si facile. Historiquement, c'est quand même une profession assez individualiste. Et les groupements, comme ça, c'est une forme d'innovation sociale dans le milieu, dans le métier des maraîchers, que je trouve tout aussi innovante que le logiciel de mon fils. C'est mon fils, en plus, c'est la famille, ça. Ça, c'est un truc de la tradition, ça. Il y a madame, monsieur et le fils, tout le monde travaille à la petite ferme pour que ça marche. Donc voilà, le logiciel, il est fait par la jeune génération. Et ça aussi, c'est intéressant de voir comment la tradition, travailler en famille dans une ferme, ça peut permettre de ramener aussi une innovation comme la maîtrise de l'informatique. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir aussi sur ce sujet-là? Voilà, monsieur, devant. J'ai rencontré il y a quelque temps un producteur de volailles de chair et il m'a expliqué une trouvaille que je trouve très intelligente en fait. Et il a été voir un brasseur, parce qu'il y a des brasseries maintenant dans le coin, et il a récupéré la levure de bière. Et il a trouvé un dosage pour l'alimentation de ses volailles, et donc il utilise quasiment pas d'antibiotiques. Et je trouve que c'était une trouvaille personnelle. Son technicien de volaille, il n'a pas vraiment compris pourquoi il agissait ainsi. Comme quoi la bière, c'est vrai que ça fait des médicaments baissés, évidemment. Mais ça, je trouve ça vachement intéressant. Malheureusement, il n'a pas réussi à partager sa trouvaille avec d'autres parce que il est pris pour quelqu'un de pas sérieux, alors qu'au contraire, c'est quelqu'un de très très pertinent. C'est difficile de faire partager ces... Faut pas crier sur tous les toits que la bière est mieux qu'un antibiotique, parce que... Enfin, quoique. Mathieu, tu veux réagir encore? J'ai l'impression que l'innovation, c'est en tout cas, c'est d'essayer de faire des produits de base, de qualité. Et ça, déjà, ça, c'est pas mal innovant. Et quand on fait de la vente directe, on est donc confronté à la relation au consommateur en direct, on nous sollicite souvent pour faire toujours mieux ou plus. Et nous, on ne veut pas faire... on veut pas faire, je sais pas, par exemple, un yaourt aromatisé à la vanille, quoi. Ou à la Nous, fraise. on veut pas faire ça, ou à la fraise. Tu vois, ou une glace au on veut pas Ricard, faire ça. pas envie. On veut juste faire le yaourt ou le gouel là, de base, de meilleure qualité possible. Et déjà ça, c'est pas mal innovant. Est-ce qu'il y a d'autres réactions encore sur ce terme de l'innovation? Il y a Michel, peut-être, c'est le moment, autour de la ferme expérimentale. Là, on t'a pas encore entendu. Michel, est-ce que tu veux prendre un... Donc, sur le Pays de Redon, il y a ce projet. Non, pas entendu parce que je ne suis pas d'origine agricole. C'est
comme ça. Et puis moi, j'ai passé le cap, maintenant, je ne suis plus non plus en activité, quoi. Voilà. Donc, par rapport à la toute première question, ouais, tout à l'heure, indépendamment du monde agricole, c'est quoi le bonheur? C'est quand le soir, je me couche, que je suis fatigué d'une fatigue saine de ma journée. Voilà, ça, c'est déjà pour moi le bonheur, ça. Alors, innovation, oui, on peut appeler ça innovation. La communauté de communes donc, a acquis un espace agricole et donc 34 hectares sur la commune de Teillac, la ferme de Cranouette, qui s'appelait dans le temps les Vergers d'Armor, à cause peut-être à quelques-uns. C'est en limite de Teillac et Saint-Dolé. Et là, effectivement, bon, on peut appeler ça innovant, mais ça existe déjà ailleurs. D'y avoir voulu mettre en place un espace test agricole. Donc ce sont des maraîchers, il y en a un dans la salle d'ailleurs, ou des potentiels maraîchers qui viennent se tester pendant 6 mois, 1 an, voire un peu plus s'il le faut. Moi personnellement, vu de l'extérieur, je pense que au moins 2 saisons de production, on doit pouvoir gérer l'apprentissage. En fait, c'est une forme d'atelier relais, d'apprentissage, grandeur nature. Avec un suivi, avec des personnes qui peuvent être là aussi justement pour guider, pour oui, voilà. enseigner, Donc, comment déjà, ça se passe? Le porteur de projet qui vient et donc qui est validé pour s'installer, il va être accompagné d'un tuteur, donc en l'occurrence un maraîcher en retraite. Ensuite, il va être accompagné de structures, on ne va pas les nommer, c'est CAP 44, la communauté de communes n'étant que le rouage administratif. Avec une mise à disposition de matériel, mise à disposition de terre, de serre. C'est peut-être aussi de l'innovation, c'est une collectivité qui investit dans l'agriculture, mais qui n'est pas paysanne, qui va chercher les bonnes réponses aux bonnes questions à travers les bonnes personnes. Alors dans l'idée, c'est quand même de les garder après, ces personnes, et de Ah non, qu'elles non, s'installent sur le pays de Redon. Ah, il faut qu'à un moment donné... Non mais de les garder, je veux dire pas à Teillac, mais en tout cas de garder ces personnes sur le pays de Redon pour justement avoir plus de petites fermes peut-être. Pourquoi pas, mais sachant que après, c'est un autre souci, un autre problème. Là, il faudrait être innovant pour réinventer encore autre chose par la gestion du foncier. Là, il y a du travail à faire encore. Donc qu'ils s'installent sur le pays de Redon, c'est tant mieux. C'est un retour sur investissement. Maintenant, s'ils s'installent en périphérie du territoire, on ne va pas se fâcher, hein. On est fâché avec personne. Non, mais c'est vrai, comme on le disait, s'il y a un travail sur le foncier, c'est peut-être aussi essayer d'aller jusqu'au bout de cette boucle. Ça commence à remuer, ça commence à réfléchir. Il y a des structures comme Brudette, des choses comme ça qui commencent à travailler, vraiment à réfléchir sur le foncier. Bon, jusqu'où ça ira, après... Il y a des lobbies administratifs relativement puissants quand même. Hein, je ne citerai personne. Pas de nom. Est-ce que... Alors il y a Delphine qui est là aussi, qui travaille justement sur la ferme expérimentale. Est-ce que tu souhaiterais apporter un complément d'information à ton président? Du coup, j'accompagne les porteurs de projet sur l'espace test et sur l'ensemble de la ferme en fait. Et pour compléter, je pourrais dire que c'est aussi un site où il y a plusieurs activités. Et l'idée, c'est de pouvoir mutualiser aussi les espaces, le matériel, parce qu'il y a du matériel en commun qui a été acquis par la communauté de communes, mais l'idée, c'est qu'on puisse mettre ces moyens à disposition à l'ensemble des activités sur le site, et aussi une réflexion commune sur les cohérences sur ce site. Et pour aller plus loin, on a aussi un pépiniériste et bocagère, donc lui aussi qui est dans l'innovation pour le coup. Il va glaner en fait des graines dans le Grand Ouest pour mettre en culture du coup ces plants pour refaire un petit peu le paysage des bocagères de manière locale avec des espèces qui sont adaptées en fait au territoire. Et voilà, donc, en fait l'idée c'est d'accueillir de nouveaux porteurs de projets dans cette dynamique et d'être accompagnés. Donc l'innovation aussi, elle est que la collectivité a été partie prenante aussi, a pris un risque, ça a fait débat, ce projet. On n'a pas toujours été soutenu. Et en fait, c'est quand même une innovation qu'une collectivité aille de A à Z sur un projet et crée des partenariats. Voilà, donc c'était à souligner. Merci beaucoup. Alors on va aller sur le dernier point. Pardon, Yvon, peut-être à une réaction. Pardon. Oui,
J'ai parlé tout à l'heure d'innovation sociale versus innovation technologique. Dans l'innovation sociale, je pense qu'il y a de l'innovation territoriale. C'est-à-dire, à des moments, il y a des gens dans certains coins qui prennent un problème autrement. Et la question de l'installation, dans la tradition, c'était chez papa forcément, quoi. Dans la modernité, c'est en piquant les terres du voisin, parce que la modernité, c'est quand même le développement de l'individu, et ça a conduit à ça. C'est une dérive, on est d'accord, mais quelque part, c'est ça. Et là, on trouve des solutions originales, où collectivement, on va créer une pépinière pour que la transmission soit possible. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour reprendre l'IFER, il faut aussi avoir la compétence, et c'est compliqué de légitimer face aux banques et tout son installation. Donc je trouve que là, il y a des choses très intéressantes, et si on avait eu du temps, on aurait pu, par exemple, parler des aménagements fonciers qui ont été faits un peu comme des bourrins dans les années 60, qui peuvent des fois se faire de façon à peu près acceptable aujourd'hui, mais qui se font plus en fait, il n'y en a plus. Mais par exemple, avec de l'aménagement foncier bien fait, aujourd'hui, on peut créer des fermes. Et ça, on ne sait pas trop le faire autrement. On peut aussi, bien sûr, sans faire d'aménagement foncier, conserver les fermes existantes, hein, et ne pas les mettre tout à l'agrandissement. Mais il y a des outils qui existent et que simplement les territoires ne savent pas comment empoigner pour faire de l'innovation sans créer des dégâts, quoi. Donc, parce que, voilà. Et là, je trouve cette initiative très intéressante. Voilà. Il y a des paysans qui le font aussi entre eux, hein. Ils font des pépinières à la ferme, hein. Il y en a en Ille-et-Vilaine. Donc, c'est une démarche collective et intéressante de territoire, je trouve. J'ai entendu, Michel, tu disais qu'il y avait une personne qui participe, qui est là. Est-ce que... ah bah voilà. Est-ce que ça te dérange de parler un peu, de témoigner de... Alors bonjour, bonsoir. François. Donc du coup, je suis maraîcher sur l'espace test depuis fin juillet. Donc j'y suis pour un an. Donc normalement, les contrats peuvent durer 3 ans, mais ce qui est compliqué, c'est aussi de se financer. Parce que, bien sûr, tout ce qu'on vend, tout ce qu'on achète n'est pas géré par notre poche. Mais en tout cas, c'est vraiment une opportunité que je pense que pas grand monde peut avoir, vu le nombre d'espaces tests qui peuvent exister. Et c'est vrai que la recherche de foncier, tout le parcours à l'installation est assez compliqué. Et donc des opportunités comme ça où on peut se tester sur un an et prendre du temps pour nous pour chercher vraiment ce qui nous convient et pas se précipiter, c'est vraiment quelque chose de super et je suis bien content d'y être. À 99,5. À 99,5. On peut l'applaudir parce que c'est le plus heureux de la salle. C'est le plus heureux de la salle. 99,5. Et alors on va bientôt terminer justement notre... Ah pardon, il y avait une... Je peux juste préciser qu'en réalité... T'es encore plus heureux? Non, c'est pas non. ça. Juste préciser qu'il y a une notion sur l'innovation, je pense qu'aussi, dans le domaine qui concerne la paysannerie ou l'agriculture, je pense qu'aussi, il y a la question d'être chercheur en réalité lorsqu'on est confronté à des problèmes par rapport à des adventices, par rapport à des indésirables dans les cultures, etc. Je crois que l'innovation est aussi d'être par soi-même, non pas dans les solutions toutes faites par les techniciens qui vont forcément nous en apporter, agricoles, bien que j'ai rien contre eux, mais c'est aussi de se dire comment je peux me débrouiller, qu'est-ce qu'il y a comme alternative par rapport à des problèmes précis. Et donc c'est d'être chercheur aussi, et ça c'est l'innovation, je trouve aussi dans le domaine en question. Et donc effectivement expérimenter comme ça se fait à l'espace test agricole, ça en fait partie, quoi, bien sûr. Mais je pense que chacun doit avoir cette notion-là en tête. Merci Christophe. Oui, pas de... Merci pour cette... Ah, ici une dernière. Ah, voilà aussi. Bonjour. Voilà, donc, bonjour. Guillaume, futur porteur de projet maraîchage bio sur le pays de Renault. J'avais une suggestion d'innovation. Est-ce que ce serait pas intéressant justement d'accompagner la transmission d'anciennes exploitations vers de nouveaux porteurs de projets? Parce que souvent on voit des anciennes exploitations qui se font racheter par de plus grosses ou qui ont du mal justement à trouver preneur. Et est-ce que ce ne serait pas innovateur d'accompagner ces anciens maraîchers ou éleveurs à transmettre tout ça? Est-ce qu'on peut répondre à ça, Mathieu? C'est vrai que depuis quelques années, là, il y a des exploitations qui sont très très dures à transmettre d'une façon habituelle, on va dire, quoi, par rapport à l'histoire de capitaux. Puis le problème, c'est que les gens qui partent à la retraite, ils arrivent à la retraite, ils voudraient vendre leur exploitation à un certain prix,
Et ça pose comme des sérieux problèmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à vendre leur exploitation, qui sont arrivés assez grandes et tout ça. Et il y a un moment, il faudrait imaginer pouvoir les démembrer pour reconstruire des projets cohérents pour tout le monde. Mais construire ça, c'est extrêmement compliqué. C'est évident que le porteur de projet qui arrive face à une exploitation comme ça n'a pas les moyens tout seul de faire ça. Le problème, c'est qu'il faut au bon moment, parce qu'il y a des projets à plusieurs qui peuvent se trouver face à une exploitation assez importante et se construire face à ça pour monter des projets qui sont très complémentaires entre du maraîchage, des vaches, des poules, n'importe quoi. Mais ça, il faut qu'au pile au bon moment, ça se trouve face à face, quoi. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Parce que quand il y a... Aujourd'hui, je pense que quand il y a des porteurs de projets qui sont prêts, j'ai l'impression toujours, mais je me trompe peut-être, hein, que le foncier, c'est moins un problème aujourd'hui que ça l'était, ça fait quelques années. Et qu'il y a des moyens d'avoir du foncier. Mais il faut juste être prêt au bon moment, au bon endroit, voilà, avec le bon réseau. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué, quoi. Il existe déjà des réseaux quand même pour aider à aller plutôt vers l'acquisition de petites fermes ou de petites parcelles ou alors c'est vraiment le bouche à oreille, le réseau, comme vous le dites, réseau un peu... C'est d'abord le réseau, en fait, il faut côtoyer en fait, d'autres paysans, déjà c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, souvent c'est pas forcément dit quand ça se transmet, que ce soit des terres ou même des fermes complètes. Et donc, plus qu'on est proche déjà, c'est vrai que c'est pas évident quand on est porteur de projet, mais il faut essayer en fait d'avoir un relationnel avec, dans un secteur donné, avec les autres agriculteurs, on va dire, petits ou grands. On peut avoir les informations aussi par ce biais-là. Puis autrement, il y a des syndicats aussi qui existent au niveau agricole, qui mettent à disposition en fait tout ce qui est transmission. Il y a aussi la chambre d'agriculture, il y a aussi les CIVAB, il y a plein de structures. Il faut s'approcher de ces structures-là aussi qui existent. Ok. Une dernière remarque. Ah, encore une autre là-bas. Oui. Oui, bonsoir. Tous ces Voilà. réseaux-là, Attendez, il y a deux personnes. Madame, c'est ça? Oui. Allez-y, excusez-moi, puis on prendra le monsieur devant. tous ces réseaux-là, oui, ils existent pour trouver du foncier, mais c'est pas eux qui nous aident à en trouver du foncier. Tout à l'heure, on nous a dit que c'était plus facile aujourd'hui d'en trouver que sans doute il y a 10 ans. Ouais. Albine veut répondre ou réagir? Oui. Dans les réseaux, moi je pense à CAP 44 en fait, qui aide aussi bien les cédants que les porteurs de projets. Et nous, par exemple, il y a 8 ans, en fait, on a trouvé nos terres par la Confédération Paysanne. En fait. On avait laissé une petite annonce et il y a un agriculteur en fait, qui était prêt à nous laisser 3 hectares et le lien s'est fait de cette façon-là. En fait. Donc c'est vrai que ça demande de l'énergie parce qu'il faut contacter du monde, mais il y a aussi beaucoup de monde en face pour faire le lien et transmettre les demandes. En fait. C'est possible. Vous, c'était à Vessac que vous vouliez vous installer aussi? Non, pas nécessairement. Non. Ça a été quand même. C'était la Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, d'accord. On a visité plusieurs sites avant de se décider en fait sur celui qui nous conviendrait mieux, quoi, en fait. Donc vous aviez le choix en plus. Ouais. Ah, oui. Donc ça veut dire que c'est possible alors. Ok. Une dernière réaction juste devant ici. Ah non, encore une derrière. Ah, là, il y a le monsieur qui voulait parler quand même devant. Allez-y. C'est vous, non? Ah pardon. Allez-y. Parce que ça fait quand même bientôt 10 ans que je cherche à m'installer. Enfin, je suis installée. Sur 15 hectares, j'ai cherché à m'installer dans le 35, je suis rendue au fin fond du Nord 44, où j'ai trouvé 13 hectares qui ne sont pas suffisants pour moi. Mais voilà, j'ai eu la possibilité de trouver ces 13 hectares que j'ai pris, mais je ne suis pas sûre que dans les 10 prochaines années, je trouverai plus que ça. Et je pense que ma collègue devant est dans le même cas que moi. Les terres, donc il y a quand même cette... L'accès au foncier, c'est quand même le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, ok. Est-ce que là-dessus, on peut avoir une réaction sur le foncier, sur ce qu'on peut... On a parlé un petit peu déjà, peut-être, mais... Est-ce qu'on a des leviers là pour essayer d'améliorer les choses? Oui, non. Bon, objectivement, quand on va à l'étranger, on a un système en France qui est particulièrement favorable.
parce que la terre n'est pas à 40 000 € l'hectare comme en Hollande, parce que ce n'est pas un marché totalement libre comme aux États-Unis, parce qu'il y a de la terre à vendre, ce qui n'est pas le cas au Japon. Donc, on a au final un système très favorable. Mais néanmoins, ce système, il est très injuste. Il est, on va dire, parlons directement, il est sous contrôle de ceux qui possèdent déjà la terre. Bon, mais ça, c'est normal, directement ou indirectement, par les structures, voilà, j'ai siégé en CDOA, enfin ça s'appelle, je ne sais plus comment maintenant, mais ça s'appelle toujours ça. Quand j'étais en ADASEA et j'installais des jeunes, et c'était tout aussi difficile dans le Doubs en 88, alors qu'il y avait de la terre en pagaie. Donc c'est vraiment structurel. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que les outils, bon, il y en a, hein, si on voulait, on pourrait trouver des terres pour les jeunes, il n'y a pas de problème. Mais il faut une volonté politique, et c'est compliqué pour les gens qui sont dans le système, la SAFER, tout ça, c'est compliqué de révolutionner peut-être les choses. Moi, je crois vraiment que c'est une question d'intérêt général. Je crois que l'accès au foncier, c'est une question d'intérêt général dans le sens que si on veut redonner du sens au métier d'agriculteur, il faut que les gens qui veulent être agriculteurs, et qui sont quand même relativement peu nombreux dans la société où on est aujourd'hui, même s'il y en a des candidats à l'installation, il y en a plus que de fermes à reprendre, mais quand même, on leur laisse une chance. Et donc, moi, je pense que, mais c'est une opinion plutôt personnelle, que la terre, on ne peut pas la fabriquer, que la terre, c'est un bien commun, et que c'est normal que la régulation de l'attribution du foncier, ça soit réfléchi en tant que bien commun. Et donc, je pense que les collectivités ont une responsabilité, et que depuis 1955, elles ont pensé que la profession agricole ferait ça mieux qu'elles, mais que c'est une erreur. Mais je ne pense pas que la profession agricole non plus doit être dépossédée de la gestion du foncier. Simplement, je pense que le système devrait être beaucoup plus partagé et que l'État, qui était le partenaire de la profession agricole sur cette question et qui l'est toujours, a joué la carte du laisser-faire, en grande partie, ce qui est dommage. Alors que par exemple, j'ai rien contre les syndicats agricoles, c'est quand même les syndicats agricoles français qui ont introduit le contrôle des structures, ce qui est exceptionnel en Europe. Donc on a des outils, mais on les utilise mal, et je pense qu'on les utilise mal parce qu'on laisse que les gens immédiatement concernés s'en occuper, et que pour moi c'est un enjeu qui doit concerner le conseil départemental, le conseil régional, les EPCI, tout le monde. La terre, elle appartient à des gens, mais c'est un enjeu de bien commun. Une autre réaction. Oui, monsieur, qui voulait... Jérôme Arbès, donc je suis vice-président du conseil de développement des pays de Wallon-Vilaine, et je voulais remercier Emmanuel de m'avoir forcé un petit peu à témoigner aujourd'hui. Ça fait 6 ans en fait que je travaille sur un projet, sur des projets, et on parlait de petites fermes. Et donc, moi je veux dire, ma ferme, c'est 30 mètres carrés. Donc on travaille sur un projet de 30 mètres carrés, mais 30 mètres carrés égale 45 mètres cubes. Donc on travaille, vu la rareté de la terre, dans l'eau. C'est-à-dire le travail sur toute l'aquaponie. Et qui est, je dirais, la culture de demain. L'aquaponie, c'est produire dans un, même c'est multitrophique, c'est produire en fait dans un mètre cube d'eau plusieurs espèces, dont des plantes, dont des poissons. Et ça permet d'avoir un coefficient de production énorme. Et on travaille dessus, enfin les Canadiens ont travaillé dessus. Quand on parlait des Hollandais, je suis allé quelques mois en Hollande pour travailler avec eux, parce que la terre est tellement rare, et surtout ils sont très ouverts sur l'agriculture de demain, c'est-à-dire comment nourrir le monde avec le minimum d'espace. Et donc voilà, donc je voulais dire qu'en termes d'innovation, cette innovation sur l'aquaponie, elle est, je dirais, l'agriculture de demain. On peut la faire sans terre, c'est-à-dire on peut trouver des bâtiments, et l'exploitation, c'est des bâtiments existants qu'on peut reconsidérer en surface agricole. Voilà. Donc c'est tout un travail, et quand on parlait d'innovation, je disais, j'ai fait mon business plan, avec 30 mètres carrés, j'arrive à vivre. Voilà. Donc je suis en train de lancer, c'est 6 ans d'études, c'est un BPREA à Coutances pour me permettre aussi d'avoir les niveaux. C'est un projet de développement durable en CIL à Combourg. Enfin, c'est vraiment une approche qui dure depuis des années sur qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est mieux en parlant de toutes ces traditions. Je parle en poisson, je travaille sur un projet de tilapia. Le tilapia, c'est un poisson qui nourrissait le pharaon en 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est la première espèce piscicole.
Voilà. Donc il y a tout ça. Et quand on parlait aussi d'apiculture, il y a une petite ferme, un apiculteur à La Réunion qui fait de l'aquaponie. Et voilà, donc on a vraiment un sens là de découvrir une autre façon de produire. Voilà. Merci pour votre témoignage. On ira tous voir ce que c'est que l'aquaponie. Hein. Je crois que là, tout le monde a noté. Comment ça s'écrit? Parce que là, ils sont tous en train de noter. Là. Il ne faudrait pas faire d'erreur. Aqua et pony comme P-O-N-I-E. Plusieurs cultures dans le même espace. C'est-à-dire que quand on nourrit les poissons... Reprenez le micro, monsieur. Parce que là, les gens sont encore... Le système, c'est ça. C'est-à-dire que quand on nourrit les poissons, le poisson prend une partie, 80% de l'aliment. Le red claw, qui est une écrevisse d'eau douce, qui a une taille de langoustine, dissèque les derniers aliments. Et les déchets du poisson nourrissent les plantes qui sont au-dessus du bassin. Voilà. Et donc on a un système qui est à l'autre original. Voilà. Bon, on ira voir ça. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va terminer avec notre dernier point qu'il y avait dans notre sujet, c'était dire que c'était en Pays de Redon. Il fallait oser l'innovation en Pays de Redon. Donc, on a voulu savoir si les gens pensaient que le Pays de Redon était une terre fertile, justement, à cette innovation, notamment d'avoir des petites fermes. Donc, on va écouter notre dernier micro-trottoir. Le Pays de Redon, vous dites connais pas. Ah oui, le Pays de Redon regorge de très grands innovateurs. Moi-même, j'ai failli gagner au moins 4 fois au concours d'épines. Hein. Dédé bah oui, c'est une terre fertile à l'innovation. Bah oui, nous, on a inventé le briquet à Redon. Et puis, pareil, il y a l'unifectine, c'est innovant, quoi. Dédé, d'accord. Ah bah oui, la foire Taillouse, c'est nous qu'on l'a inventé. Hein. Allez, tu bois le coup. Mais oui, mon cher monsieur, le Pays de Redon est une terre fertile à l'innovation. Par exemple, évidemment, des huiles essentielles, monsieur, je les achète dans le Pays de Redon. Mon fromage de chèvre, pareil. Ma laine de mouton, pareil. Ah non, vraiment, on a de la chance d'être dans un territoire pareil, c'est dynamique, c'est innovant, vraiment. Hein. Bon, l'innovation, oui, mais non. Non, faut pas faire n'importe quoi non plus. Oui, par exemple, il y en a qui ils ont l'impression d'inventer l'eau tiède ou alors le fil à cambrer les bananes. Faut même pas non plus. Non, il y a des choses. Faut pas non plus nous faire croire qu'on innove tout le temps alors que des fois c'est dur à chauffer. Hein. J'ai entendu dire qu'ils faisaient une ferme expérimentale à Teillac. Mais j'en sais pas plus. Et voilà, c'était les dernières informations. Alors, est-ce que, Michel, je reviens vers toi. Alors, une terre fertile à l'innovation, l'envie de développer encore des petites fermes sur le Pays de Redon. Est-ce qu'on a des chiffres un peu pour savoir par rapport à ces petites fermes, enfin peut-être notamment à vous qui vous êtes installé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 8 ans pour Albine, d'autres encore, on entend qu'il y a pas mal quand même de paysans boulangers qui se sont installés aussi sur le Pays de Redon. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un renouveau un peu autour de ça? Est-ce que vous avez un peu des chiffres ou vous ressentez des choses un peu sur ces nouvelles installations dans les deux petites fermes sur le Pays de Redon, Michel? Non, il n'y a pas de chiffres actuellement, mais ce que je sais, c'est que le Conseil de développement, qui nous a invités ce soir, est en train d'élaborer un catalogue, un petit annuaire des producteurs, des productions du territoire. Donc à partir de là, il suffit d'additionner en bas des pages et on aura les chiffres. Est-ce qu'on a l'impression que le Pays de Redon, justement, est quand même un peu en avance sur d'autres territoires? Le Pays de Redon est effectivement, pour moi, oui, effectivement, je ne suis pas né sur place et en venant là il y a quelques dizaines d'années, quelques décennies, j'ai trouvé un territoire innovant, c'est vrai. Mais
ne serait-ce que regarder la dynamique du monde associatif. En oubliant le volet agricole, en regardant simplement le monde associatif, le territoire de Redon était particulièrement innovant. C'est vrai, micro-trottoir dit on a inventé le briquet à gaz à Redon. On a même inventé la fête des pères à Redon. Ah, eh bien, bah voilà, on est très innovant. Hein. Voilà. Non, c'est pour prendre des briquets, on est capable de faire c'est des certainement choses un territoire innovant. Et on va dans ce sens de l'innovation, je dirais même au niveau de la CCPR, par exemple. Nous sommes en train de finaliser un projet, finaliser la rédaction d'un projet alimentaire de territoire. Donc, de la production du paysan, on va arriver à l'assiette. La crise de l'assiette, voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une charte qui va être présentée en conseil communautaire, qui va être signée par l'ensemble de ceux qui ont travaillé et qui ont envie de s'impliquer. Et cette charte nous amène à des fiches actions, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'écrire des grands principes, faut-il derrière décliner en action, des fiches actions qui sont en rédaction et qui prochainement vont se mettre en œuvre. Bon, pas tout le même jour, bien sûr, parce qu'on ne peut pas, mais voilà, c'est aussi une innovation qui existe sur le territoire national. Hein. Les projets alimentaires de territoire, c'est pas tout à fait nouveau, mais on a innové en le mettant en œuvre. Voilà, un exemple parmi d'autres. Yvon, avec ton regard un petit peu sur, je ne sais pas si c'est un niveau régional, national, international, comment tu définirais le pays de Redon? D'abord, je ne prétends pas le connaître assez pour le définir, mais il me semble que c'est un territoire qui est intermédiaire, donc qui est entre Rennes et Nantes, entre la mer et l'intérieur, voilà. Et tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est relatif. C'est accepter d'être un peu partagé entre la tradition et la modernité, de mélanger ça, je pense que pour que les petites fermes tournent et que l'innovation puisse s'exprimer, il faut différents ingrédients. Je trouve que peut-être vous avez ici. En tout cas, l'esprit collectif, ça, c'est plus breton et on l'a à Redon largement. Mais c'est vrai, globalement, quand moi j'ai vécu dans le Doubs, par exemple, dans l'est de la France, bon, ben, c'est flagrant la comparaison. Et ma mère est du Limousin et c'est ultra flagrant la comparaison, quoi. Donc, du coup, ça c'est très fort. C'est quelque chose qui aide les petites fermes parce que tout seul, on est quand même. C'est un des risques des petites fermes d'être isolé. Hein. Et la deuxième chose, c'est la tolérance. C'est-à-dire de se dire, ben, finalement, il n'y a pas qu'un modèle, quoi. Il faut laisser les petites fermes, parce que je me place du point de vue en agriculture du système dominant, pour que les petites fermes puissent trouver une place, pour que les gens puissent avoir du foncier, il faut une forme de tolérance. Il faut accepter qu'il y ait des gens sur d'autres modèles. Et cette tolérance, elle peut se cultiver collectivement. Je pense que ce soir, la qualité du débat, de respect des opinions, bon, peut-être que c'était pas aussi hétérogène que la population totale, mais peut-être que les contradicteurs n'étaient pas là, je sais pas. Mais en tout cas, il y a du respect. Et donc, à partir du moment où on est tolérant, donc ça, je pense que c'est un pays, bon, la Bretagne en général, mais ici, la Haute-Bretagne est un pays comme ça assez tolérant. Bah, après, la tolérance, ça ne veut pas dire non plus tout est dans tout et on fait une synthèse là du plus petit dénominateur commun. C'est aussi accepter de se frictionner parce que l'innovation, ça veut dire bousculer. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y ait une place pour des gens qui nous secouent un peu les puces, qui font d'autres choses. Et moi, je crois beaucoup à l'expérimentation. Et la ferme de Teillac, là, ben, pour moi, c'est de l'expérimentation et c'est ça qui fait avancer, quoi. Donc, accepter tout ça. Moi, je pense que les ingrédients, ils sont là. J'ai pas du tout, je suis pas inquiet pour le pays de Redon, pour son avenir. Alors, et en conclusion, bien, je vous demanderais bien quels sont pour vous les ingrédients pour vivre heureux sur une petite ferme. L'ingrédient indispensable, ce sera la conclusion. Avant d'ouvrir les bouteilles qui sont au fond là-bas pour boire la petite volée quand même, parce que le bonheur c'est la convivialité, comme on a entendu avec Dédé. Mathieu. Moi je voulais juste dire que toutes les terres étaient fertiles, aussi bien à Redon qu'à Notre-Dame-des-Landes. Non, mais et surtout il faut que les choses se concrétisent à un moment. C'est ça le gros souci. Il faut de la part de la CCPR et tout, pour vraiment parler du pays de Redon, il faut réussir à concrétiser les choses. Sortir de... Parce qu'en fait, dans le pays de Redon, il y a tout un réseau d'associations, il y a tout un réseau de personnes, il y a plein d'expériences individuelles, mais il y a besoin à un moment de fédérer, que les choses se concrétisent et qu'il y a besoin d'avoir certainement les politiques qui s'intéressent de près à ça, mais concrètement. Et assez rapidement, parce que sinon, il y a un moment, ça devient difficile. Et t'as pas répondu à ma question, mais c'est pas grave. T'avais pas envie. Cyril.
mon avis, pour être heureux, ce pays Redon, c'est une petite ferme. C'est de ne pas être tout seul déjà, c'est se reposer aussi, c'est avec d'autres paysans. Il y a plein de petites structures sur le territoire. Il y a des brasseries, il y a des paysans boulangers, comme tu as pu le dire, il y a des fromagers, il y a plein. Et du coup, tout ça, si on travaille tous ensemble, on fera une belle connexion paysanne, je pense. Albine, ce sera le mot de la fin. Ben moi, je vais dans ton sens, en fait, sur le fait, le lien et le réseau, que ce soit entre paysans et aussi entre consommateurs, en fait, entre citoyens, que celui-ci perdure, et puis qu'effectivement, après, on passe aux actes aussi pour que toutes ces belles idées avancent, quoi, en fait. On a besoin d'être soutenu aussi au niveau politique par les élus. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a un événement qui est soutenu sur le pays. Ce serait la fête de la vache nantaise. Et on a 2 personnes qui sont là, 2 protagonistes qu'on va inviter à venir parce que vous êtes aussi dans la boucle de ceux qui ont co-organisé avec le Conseil de développement. Donc, avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on applaudisse et qu'on remercie Emmanuel Guérin qui est derrière là-bas et qui a fait un gros travail. Une coordination qui travaille sur 2 territoires, le pays de Valenciennes et le pays de Redon, et on sait que là, c'est beaucoup de travail aussi, donc je tenais à le faire avant de se quitter. Et on va parler un peu de cette fête de la vache nantaise, qui est aussi un bel événement de réussite et de bonheur, hein, on peut le dire, quand on organise un bel événement comme celui-là. En tout cas, on invite les techniciens à venir mesurer ça auprès du public possible. On sera là les 8 et 9 septembre, c'est ça. Donc nous, on est très content d'être venus et d'être associés à l'organisation de cette soirée, et je pense que ce qui va se passer à la fête, dans la partie peut-être la plus sérieuse, pas la plus facile, mais c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Là, il y a eu un certain nombre de rencontres de gens qui ne se connaissaient pas forcément. La fête, c'est un peu ça aussi. Moi, je suis sur la fête autour des races locales, mais plus globalement, il y a un tas de choses qui s'y passent, et c'est pour ça que j'ai passé la parole à Laurent Chalet, président de la fête. Bonsoir. J'espère que ton matos, il va exploser à la fête. L'idée, c'est que vous veniez nous rencontrer, se rencontrer, et que tout le monde puisse apporter sa touche, en fait, à tout ce qui se passe dans le pays de Redon, mais bien ailleurs. Et 3 jours, tous les 4 ans, c'est pour nous le moyen de faire de la communication active. Parce que tout ce qu'on a raconté là, il faut que le plus grand nombre le sache, s'en empare, et que les choses évoluent positivement. C'est vrai que si on met le curseur 20-30 ans en arrière, l'évolution, elle est hyper positive, quoi. Parce que ce dont on parle aujourd'hui, on n'aurait jamais pu en parler il y a 30 ans quand je me suis installé. Hein, c'était vraiment, moi je passais pour un marginal, un utopiste. Aujourd'hui, ça fonctionne. Nos petites fermes fonctionnent, il y a des résultats économiques qui sont là. Hein, on peut en être fier. Tout simplement, on gagne notre vie grâce à des races dont personne ne voulait plus. Et la fête de la vache nantaise, c'est ça. C'est l'idée, c'est que sur 3 jours, vous puissiez venir échanger avec des éleveurs de toute la France, mais aussi avec des producteurs, des maraîchers. Dans le village Initiative Solidaire, on va faire un focus sur le végétal. Ça va s'appeler Incroyable le végétal, montrer le végétal dans tous ses états. Les animaux de race locale, alors je ne sais pas s'il y aura des damons, j'espère. Hein, Régis, on va essayer d'en avoir des damons. On va essayer d'avoir l'exhaustivité un peu de toutes les races locales de France, qui seront autour de leur conservatoire, parce qu'il faut savoir que dans les années 80-90, plus personne ne voulait de ces races-là. Et c'est des gens de l'environnement, de l'écologie, des conservateurs qui se sont levés pour les sauvegarder. Nous, les paysans, on est arrivés après. Moi, je suis arrivé en 95 grâce à Régis. Mathieu était arrivé après. Vous voyez, il y a tout un mouvement qui s'est mis en place. L'idée, c'est que tout ce qui a pu faire vivre nos grands-parents à un moment donné, on peut le réhabiliter aujourd'hui, mais il y a derrière des itinéraires techniques à trouver. C'est de l'innovation. Élever des Nantaises, ça ne se fait pas n'importe comment. Si on veut gagner notre vie, les élever pour les avoir dans notre jardin, ça le fait. Mais si on veut gagner notre vie, moi j'ai 40 vaches, et j'ai que ça pour essayer de... Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est pendant 3 jours, vous puissiez venir poser des questions et repartir avec la banane, quoi. Hein, c'est ça. Merci beaucoup. 7, 8, 9 septembre, c'est ça, hein, 7, 8, 9 septembre 2018. Donc ce sera... Je remercie aussi la Comcom parce qu'elle est partenaire de la fête depuis plusieurs fêtes et encore plus cette fois-ci. Un grand merci. Eh bien écoutez, je crois que s'il y a des personnes qui sont frustrées, qui n'auraient pas eu le temps de parler, eh bien on peut se retrouver avec la volée quand même, hein, la petite volée pour discuter. Et on peut aussi remercier Maël qui était là à la technique et qui a fait donc les montages sonores. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne soirée. Oh là oui, je vais le plier, je ne vais pas sortir.
Voilà.